Le bruit humide d'un poing contre la chair, puis le silence, puis le lent ruissellement du sang sur le marbre. Vivian Ashford gisait recroquevillée au pied du grand escalier de son manoir. Enceinte de 7 mois, son téléphone à 1 mètre d'elle affichait un SMS non lu destiné à sa mère. Maman, j'ai quelque chose à te dire à propos de Preston. Je suis marqué. Elle n'a jamais fini ce mot. Son mari, PDG milliardaire, se tenait au-dessus d'elle, haletant. Son alliance s'était cassée sous la force de son dernier coup. Il fixa longuement sa femme inconsciente. Je suis sûr que c'était monsieur. Puis il redressa sa cravate et enjamba son corps, se dirigea vers son bureau et se servit d'un scotch. Il lui fallut 45 minutes pour appeler les secours. Preston Ashford croyait que son argent le rendait intouchable. Il croyait que ses relations feraient disparaître cette affaire. Il croyait que les parents retraités et discrètes de Vivienne, un comptable et une enseignante, étaient impuissants à l'arrêter. Il se trompait lourdement, car Malcolm Mercer n'était pas vraiment comptable. Il était l'ancien directeur adjoint des opérations de la CIA, et Catherine Mercer n'était pas seulement enseignante. Elle était procureure fédérale et avait fait condamner des chefs du crime organisé et des sénateurs corrompus. Que se passe-t-il lorsqu'un monstre s'en prend à la file de 2 personnes qui ont passé toute leur vie à détruire des monstres? Restez jusqu'à la fin, car la vengeance qui se déroule vous laissera sans voix. Et la leçon qu'elle enseigne pourrait bien vous sauver la vie. La leçon et la valeur. Cette histoire véhicule un message puissant pour toutes les femmes qui se sont déjà senties piégées, effrayées ou seules dans une relation qui s'est lentement transformée en prison. La vérité est la suivante. Rester dans une relation abusive n'est pas une faiblesse. C'est une question de survie. Et partir lorsque vous trouvez enfin le courage de le faire n'est pas un aveu d'échec. C'est reprendre possession de votre vie. Le parcours de Vivian nous rappelle que les monstres se cachent derrière des sourires charmants et des costumes coûteux. Ils nous isolent. Ils nous font douter de nous-mêmes. Ils nous convainquent que nous méritons la souffrance. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. La porte de la prison était ouverte depuis le début. Il suffit de le voir. Il suffit que quelqu'un vous croie. Il suffit d'un moment de lucidité pour franchir le pas. Si cette histoire vous touche, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-le. Votre partage pourrait être le signal d'alarme qui sauvera une vie, le bruit sec d'un poing contre la chair, puis le silence, puis le lent goutte à goutte du sang sur le marbre. Ce sont ces sons qui ont mis fin à l'ancienne vie de Vivian Mercer Ashford. La vie où elle souriait devant les caméras. La vie où elle trouvait des excuses. La vie où elle croyait que demain serait différent. Elle gisait recroquevillée au bas du grand escalier du manoir Ashford. Enceinte de 7 mois, son téléphone avait atterri à 1 mètre de là, l'écran fissuré, affichant un SMS non lu destiné à sa mère. « Maman, j'ai quelque chose à te dire à propos de Preston. Je suis Scar. » Elle n'a jamais fini ce mot. Effrayée. Elle avait été si effrayée pendant si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que c'était que de ne pas avoir peur. Preston se tenait au-dessus d'elle sur le palier, haletant. Son alliance s'était cassée sous la force de son dernier coup sanglant. Son sang coulait de ses jointures sur le tapis persane que sa mère avait importé de Tyrone depuis longtemps. Il regardait fixement sa femme inconsciente, son corps brisé, la courbe de son ventre où grandissait sa fille. Puis il redressa sa cravate. Il enjamba son corps. Il se rendit dans son bureau et se servit un scotch. Il lui fallut 45 minutes pour appeler le 911, 45 minutes pour construire son histoire, 45 minutes pour s'entraîner à moduler sa voix. Elle est tombée dans les escaliers. Sa grossesse la rendait maladroite. Je l'ai trouvée comme ça. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Aidez ma femme, s'il vous plaît. Les ambulanciers sont arrivés à 23h23. 2 ambulanciers se sont précipités par la porte d'entrée que la femme de ménage avait laissée ouverte avant de s'enfuir dans ses quartiers. Marcus Chen avait 26 ans. Il était ambulancier depuis 4 ans. Il avait vu des accidents de voiture. Il avait vu des bagarres dans des bars. Il avait vu les conséquences de la violence plus de fois qu'il ne pouvait les compter. Il a immédiatement su que Vivian Ashford n'était pas tombée dans les escaliers. Les ecchymoses ne correspondaient pas. Les chutes causent des blessures spécifiques, des poignets cassés en essayant de se rattraper, des contusions sur un côté du corps, des traumatismes compatibles avec une chute. Les blessures de Vivian racontaient une autre histoire, des blessures défensives sur ses avant-bras,
des ecchymoses en forme de jointure sur ses pommettes, son os orbital fracturé par un coup direct et non par un impact avec les escaliers, et sous les marques violacées récentes, des ecchymoses plus anciennes et des blessures jaunes et vertes à différents stades de guérison. Cette femme avait été battue, pas seulement ce soir, mais pendant des mois, voire des années. Marcus regarda Preston Ashford, qui se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, un verre de liquide ambré à la main. Le visage de l'homme affichait une expression inquiète. Sa voix tremblait d'une émotion feinte, mais ses yeux étaient calmes, calculateurs. Les yeux de quelqu'un qui vérifie si son jeu est convaincant. Marcus sortit son téléphone et commença à tout photographier, chaque ecchymose, chaque marque, chaque élément de preuve qui révélait la vérité que Preston Ashford essayait d'enterrer. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Preston. Sa voix avait un ton sec sous le chagrin. Elle est tombée. « Je vous ai dit ce qui s'était passé. C'est la procédure standard, monsieur, » répondit Marcus. Il garda une voix neutre. Il continua à photographier. L'ambulance filait à toute allure dans la nuit en direction de l'hôpital Sainte-Catherine. À l'arrière, Marcus s'efforçait de stabiliser Vivian pendant que son partenaire conduisait. Sa tension artérielle baissait. Le rythme cardiaque du bébé était irrégulier. Ils étaient tous les deux en train de mourir. Il appela les urgences à l'avance. Femme de 32 ans, enceinte de 7 mois, traumatisme crânien grave, contusions multiples, hémorragie interne possible, alerte obstétrique et neurologie. C'est une priorité absolue. Il n'a pas dit ce qu'il soupçonnait, pas à la radio, pas là où les avocats pourraient demander les enregistrements. Mais lorsque le docteur Rebecca Holloway a accueilli l'ambulance aux portes des urgences, Marcus l'a prise à part. « Docteur, je fais ce métier depuis 4 ans. Cette femme n'est pas tombée dans des escaliers. Quelqu'un l'a battue à mort, et d'après les ecchymoses plus anciennes, ce n'était pas la première fois. » Le docteur Holloway regarda la civière qui était transportée à l'intérieur. Elle était l'obstétricienne de Vivian depuis 6 mois. Elle avait été témoin des accidents, des excuses, de la façon dont Vivian tressaillait lorsque Preston lui touchait l'épaule pendant les consultations. Elle avait des soupçons, mais n'avait jamais pu les prouver. À présent, elle n'avait plus besoin de preuves. La vérité était écrite sur le corps brisé de sa patiente. « Donnez-moi des copies de ces photos, dit-elle. Et Marcus, merci d'avoir été attentif. » Dans la salle de traumatologie, un chaos organisé éclata autour du corps inconscient de Vivian. Les infirmières coupèrent sa blouse en soie. Les moniteurs bipaient et sonnaient l'alarme. Les médecins criaient des ordres dans le langage abrégé des urgences médicales. « Son cerveau gonfle », annonça le neurologue. « Nous devons soulager la pression maintenant ou nous la perdrons. » « Le bébé est en détresse », ajouta le Dr. Holloway. « Décélération sur le moniteur. Nous devrons peut-être provoquer l'accouchement cette nuit. Je sais qu'elle n'en est qu'à 31 semaines. Mais si la mère meurt, le bébé mourra aussi. » À 200 mètres de là, à Westbrook, une banlieue tranquille avec des rues bordées d'arbres et des maisons payées depuis des décennies, un téléphone sonna. À 23h47, Malcolm Mercer répondit à la deuxième sonnerie. Âgé de 64 ans, il avait les mains burinées d'un homme qui avait passé 30 ans à répondre à des appels téléphoniques n'apportant que de mauvaises nouvelles. Sa main était ferme, sa voix était calme. « Ici Malcolm Mercer. Monsieur Mercer, ici l'hôpital St. Catharines. Votre fille Vivian a été admise dans un état critique. Vous devez venir immédiatement. » Malcolm ne posa aucune question. Il ne perdit pas de temps avec des détails qui seraient bientôt clarifiés. Il se contenta de répondre. « Nous arrivons. » Il raccrocha et se dirigea vers la chambre où sa femme, Catherine, était déjà réveillée, assise dans son lit, le regardant avec des yeux qui avaient vu trop de choses en 62 ans pour prétendre que tout allait bien. « C'est Vivian, dit-il. » Le visage de Catherine se figea. Elle n'était ni choquée ni en larmes, mais quelque chose de plus froid, quelque chose que quiconque l'avait affronté au tribunal aurait immédiatement reconnu. « C'est grave ?» demanda-t-elle. « Critique pour elle et pour le bébé. » Catherine cherchait déjà son téléphone. « Je vais appeler le juge Crix. Je vais lui demander de suspendre toutes les demandes de dossiers scellés émanant des avocats de la famille Ashford. » Malcolm s'arrêta sur le seuil. « Tu crois? Je le pense depuis 2 ans. Elle cessa de faire ses valises, les mains figées sur une chemise à moitié pliée. Je n'ai juste pas pu le prouver. » Sa voix se brisa, à peine. « Je n'ai pas pu le prouver. Et maintenant,
Notre fille pourrait mourir. Dans la lumière blafarde de leur chambre, Catherine Mercer plia 3 fois la même chemise sans s'en rendre compte. Elle la déplia, la replia. Ses mains tremblaient, des mains qui étaient restées fermes lorsqu'elle avait interrogé des meurtriers, plaidé devant la Cour suprême, fait condamner certains des hommes les plus dangereux du pays. Malcolm traversa la pièce et lui prit la chemise des mains. Il la mit de côté et la serra contre lui. « Nous ne savions pas, dit-il. Nous aurions dû le voir. Nous aurions dû. » Catherine. La voix de Malcolm était ferme mais douce. Nous ne pouvions pas savoir ce qu'elle n'était pas prête à nous dire, mais maintenant nous savons, et maintenant nous agissons. Catherine s'écarta et regarda son mari. Le comptable à la retraite, l'homme tranquille qui faisait des mots croisés le dimanche matin et cultivait des tomates dans le jardin. L'homme dont le dossier personnel à l'anglais était toujours classé au plus haut niveau. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. L'expression de Malcolm ne changea pas, mais quelque chose dans son regard changea. Une porte s'ouvrait sur une pièce qui était restée fermée à clé pendant une décennie. « Tout ce qu'il faudra, répondit-il, tout ce qu'il faudra pour protéger notre fille et faire en sorte que l'homme qui lui a fait du mal ne fasse plus jamais de mal à personne. » Ils roulèrent toute la nuit, 200 mètres d'autoroute sombre, de silence, de peur qu'aucun d'eux n'osait avouer ressentir. Catherine passa des coups de fil depuis le siège passager. Sa voix était calme et professionnelle, même si son cœur battait à tout rompre. Malcolm roulait exactement 11 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Assez vite pour que cela ait de l'importance, assez lentement pour éviter la police. Ses mains étaient fermes sur le volant, mais son esprit était déjà en ébullition, déjà en train de planifier, d'identifier les atouts, les ressources et les faveurs dues. Ils arrivèrent à l'hôpital Sainte-Catherine à 3h14 du matin. La salle d'attente était calme à cette heure-là, peuplée uniquement de personnes désespérées et en deuil. Preston Ashford était assis dans la section réservée à la famille, l'air dévasté, comme il se devait. Sa chemise était froissée, ses cheveux étaient en bataille, ses yeux étaient rouges, mais Malcolm ne savait pas si c'était à cause des larmes ou du scotch qu'il avait bu. Lorsque Preston les vit, il se leva immédiatement. Son visage se crispa dans une expression de soulagement. « Oh, Dieu merci, vous êtes là. Ça a été horrible. » Elle est tombée dans les escaliers. Elle allait bien 1 minute, et la minute d'après... Sa voix se brisa habilement. « Ils ne veulent rien me dire. Personne ne veut rien me dire. » Malcolm regarda son gendre. Il regarda la peau fendue sur les jointures de Preston, mal dissimulée par un pansement. Il regarda les minuscules éclaboussures de sang sur le col de Preston que le pressing ne pourrait jamais expliquer. Il ne dit rien. Il s'assit simplement en face de Preston et attendit. Catherine s'assit à côté de son mari. Preston lui prit la main et elle le laissa faire. Son visage était un masque d'inquiétude maternelle. Une performance aussi raffinée que celle de Preston. Mais son autre main était cachée dans la poche de son manteau, tapant rapidement sur son téléphone. Preston continua à parler, déversant des mots sur les accidents et les escaliers, sur la façon dont la grossesse avait rendu Viviane maladroite, sur le fait qu'il l'avait avertie d'être prudente, sur la façon dont il l'avait trouvée au bas de l'escalier et avait immédiatement appelé le 911. Malcolm nota chaque mensonge, chaque incohérence, chaque phrase répétée qui semblait un peu trop parfaite. Il avait interrogé des hommes qui avaient commis des actes terribles, des hommes qui croyaient à leurs mensonges, des hommes qui s'étaient convaincus que leurs victimes méritaient ce qui leur était arrivé. Il savait exactement qui était Preston Ashford, mais il ne dit rien. Pas encore, car le comptable discret à la retraite savait quelque chose que Preston Ashford ignorait. La vengeance est un plat qui se mange froid, et Malcolm Mercer avait 30 ans d'expérience dans l'art de garder les choses au frais. À 4h47 du matin, le Dr. Rebecca Holloway demanda à parler au Mercer en privé. Elle les conduisit dans une petite salle de consultation, ferma la porte et abandonna tout semblant de neutralité professionnelle. « Votre fille n'est pas tombée, dit-elle. Sa voix était tendue, empreinte d'une fureur contenue. Elle a été sévèrement battue. Elle présente des blessures et divers stades de guérison remontant à plusieurs mois, voire plusieurs années. Son os orbital est fracturé, 3 côtes sont cassées, dont 2 anciennes fractures qui n'ont jamais guéri correctement. Elle présente des blessures défensives sur les avant-bras
et des ecchymoses correspondant à des coups répétés avec le poing fermé. Catherine n'a pas bronché. Avez-vous tout documenté? Chaque marque, a demandé le Dr. Holloway en la regardant dans les yeux. J'ai déjà contacté l'équipe juridique de l'hôpital et les forces de l'ordre. L'ambulancier qui l'a amené a pris des photos sur les lieux. Cela ne va pas disparaître dans un dossier quelque part. Je ne le permettrai pas. Malcolm a pris la parole pour la première fois depuis leur arrivée. Nous avons accouché le bébé par césarienne d'urgence à 1h12 ce matin. La voix du Dr. Holloway s'est légèrement adoucie. Elle est en unité néonatale de soins intensifs. 1,4 kg, 31 semaines de gestation. Elle se bat. Et Vivienne est en chirurgie en ce moment. Elle a un œdème cérébral. Le neurologue s'efforce de soulager la pression. Le Dr. Holloway hésita. Je ne vais pas vous mentir, c'est grave. Nous ne savons pas encore si elle se réveillera ni dans quel état elle sera si elle se réveille. Catherine absorba cette information avec le même calme qu'elle avait affiché dans la chambre. Puis elle acquiesça d'un signe de tête et demanda « Que voulez-vous que nous fassions? Pour l'instant, soyez simplement là quand elle se réveillera, si elle se réveille. Elle aura besoin de ses parents. Elle aura besoin de plus que cela, dit Malcolm doucement. Elle aura besoin de savoir qu'elle est en sécurité, qu'il ne pourra plus jamais la toucher. » Holloway regarda cet homme calme avec ses cheveux gris, ses lunettes de lecture et son cardigan. Elle se demanda ce qui lui échappait, ce qui échappait à tout le monde à propos de Malcolm Mercer. « Je pense que vous avez raison, dit-elle, et je pense que vous allez vous en assurer. » Elle avait plus raison qu'elle ne le pensait. Le détective Samuel Briggs était dans la police depuis 27 ans. Il avait vu le pire que les êtres humains pouvaient s'infliger les uns aux autres. Il avait appris à compartimenter, à prendre ses distances, à traiter les scènes de crime comme des énigmes plutôt que comme des tragédies. Mais quelque chose dans l'affaire Ashford lui donnait la chair de poule. Il arriva à l'hôpital St. Catherine à 6h15 du matin, répondant à l'appel du Dr. Holloway. Le nom Ashford avait déjà déclenché une avalanche d'appels téléphoniques. Le chef de la police avait appelé le capitaine avait appelé le lieutenant avait appelé Briggs. « Traitez cette affaire avec précaution », avait dit le lieutenant. « Les Ashford ont construit 3 hôpitaux dans cette ville. Ils emploient 4000 personnes. Ils font chaque année un don au fonds de bienfaisance de la police. Traitez cette affaire avec prudence. » Briggs comprenait ce que cela signifiait. Cela signifiait faire preuve de délicatesse. Cela signifiait ne pas faire de vagues. Cela signifiait se souvenir qui signe les chèques. Il en avait assez de ce que cela signifiait. Marcus Chen, le jeune ambulancier, l'attendait dans le hall de l'hôpital avec une enveloppe en papier craft remplie de photos. Les mains du jeune homme étaient fermes, mais sa mâchoire était crispée de colère. « Je fais ce travail depuis 4 ans, dit Marcus. Je sais à quoi ressemble une chute. Cette femme n'est pas tombée. » Briggs étala les photos sur la table d'une salle de consultation vide. Il vit les ecchymoses, les blessures défensives, les marques jaunâtres sous les ecchymoses violettes récentes. Il vit exactement ce que Marcus avait vu. « Vous avez tout documenté, dit-il. Ce n'était pas une question. Je savais que quelqu'un essaierait de faire disparaître cette affaire. » Marcus croisa son regard. « Je n'allais pas laisser cela se produire. » Le Dr. Holloway les rejoignit avec les dossiers médicaux des 6 derniers mois. Des visites aux urgences pour une entorse au poignet, une épaule contusionnée, un œil au beurre noir que Vivienne avait expliqué comme étant dû à une chute dans la douche. Chaque incident documenté, chaque blessure photographiée, un schéma que personne n'avait relié jusqu'à présent. « Elle est venue me voir pour des soins prénataux », a déclaré le Dr. Holloway. Elle semblait toujours nerveuse lorsque son mari était dans la pièce. Elle sursautait lorsqu'il la touchait. Je lui ai demandé une fois si tout allait bien à la maison, et elle a changé de sujet si rapidement que j'ai compris la réponse. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? » « Signalé quoi? » Une femme qui sursautait. Une femme qui disait qu'elle allait bien. La voix du Dr. Holloway était amère. Elle n'a jamais rien admis. Elle n'a jamais demandé d'aide. Je ne pouvais pas la forcer à me dire ce qui se passait derrière des portes closes. Briggs comprenait. Il avait déjà travaillé sur des cas de violence domestique. Des victimes qui protégeaient leurs agresseurs. Des femmes qui croyaient aux excuses. Des épouses qui avaient plus peur de partir que de rester. L'infirmière qui avait admis Vivienne est apparue dans l'embrasure de la porte, tenant un téléphone fissuré dans un sac de preuves. Nous avons trouvé ceci dans ses effets personnels.
L'infirmière a dit qu'il y avait un message qu'elle essayait d'envoyer. Briggs a lu une partie du texte. Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose à propos de Preston. Je suis Scar. Elle essayait de le dire à quelqu'un, a dit l'infirmière à voix basse. Et il l'a empêché, a répondu Briggs. Il a regardé les preuves rassemblées, les photographies, les dossiers médicaux, un appel à l'aide à moitié envoyé. Cela ne va pas être facile. Les Ashford ont des avocats, des relations, de l'argent, docteur. Le docteur Holloway se redressa. Peu m'importe ce qu'ils ont. Cette femme est ma patiente. Ce bébé à l'hôpital NICU était mon patient. Je témoignerai de tout ce que j'ai vu et documenté. Je ne me laisserai pas intimider. Briggs faillit sourire. Il était rare de trouver des gens avec une telle force de caractère. Très bien, laissez-moi interroger le mari. La réaction de Preston Ashford lorsqu'il fut interrogé révéla à Briggs tout ce qu'il avait besoin de savoir. Pendant les premières minutes, Preston continua à jouer son rôle. Le mari inquiet, le partenaire dévasté, l'homme qui ne comprenait pas comment cet horrible accident avait pu se produire. Puis Briggs mentionna les photos, les blessures documentées, les mois d'abus. Le masque de Preston tomba. « Avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» demanda-t-il. Sa voix avait perdu son ton apaisé, son chagrin, ses émotions soigneusement construites. Ce qui restait était froid et dur. Ma famille a construit 3 hôpitaux dans la ville. Nous employons plus de personnes que n'importe quelle autre entreprise de l'État. Vous voulez vraiment vous mettre à dos quelqu'un comme moi à cause de la maladresse de ma femme? Je veux la vérité, Monsieur Rashford. La vérité, ricana Preston, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. La vérité, c'est que ma femme est enceinte, en pleine crise hormonale, et qu'elle tombe sans cesse depuis des mois. Demandez à n'importe qui. Demandez à son médecin. Demandez au personnel. J'ai interrogé son médecin. Et les preuves ne corroborent pas la thèse de la chute. L'expression de Preston changea, devenant calculatrice. Dans ce cas, je souhaite que mon avocat soit présent pour toute autre question. Et je vous suggère de réfléchir très sérieusement à votre carrière avant d'aller plus loin. Briggs regarda cet homme dans son costume coûteux, avec sa coupe de cheveux coûteuse et son manoir coûteux rempli de mensonges coûteux. Il pensa à sa retraite, au fonds pour les études de ses enfants, à l'avertissement du lieutenant de traiter cette affaire avec prudence. Puis il pensa à la femme à l'étage, la tête ouverte, et à son bébé qui luttait pour survivre dans une couveuse. « Je vous tiendrai au courant, Monsieur Ashford. » Le NICU était calme à 7 heures du matin. Le bip doux des moniteurs, le murmure des ventilateurs, les cris occasionnels d'un nourrisson pas encore assez fort pour hurler. Catherine Mercer se tenait à la fenêtre, regardant sa petite fille. 1,5 kg, la peau si fine qu'on pouvait voir les veines bleues sous le tube dans sa gorge qui respirait pour elle, parce que ses poumons n'étaient pas encore prêts. Le bébé n'avait pas de nom. Vivienne n'avait pas encore décidé. Elle avait attendu, voulant rencontrer sa fille avant de choisir. À présent, elle risquait de ne jamais la rencontrer. Catherine appuya sa paume contre la vitre. En 35 ans de carrière comme procureure fédéral, elle avait fait condamner des hommes qui avaient commis des actes terribles. Des meurtriers, des violeurs, des hommes qui avaient détruit des familles sans aucun remords. Elle avait toujours su garder son sang-froid. Elle croyait au système, à la justice, à l'idée que la vérité finirait par triompher. Mais elle n'avait jamais souhaité la destruction de quelqu'un autant qu'elle souhaitait celle de Preston Ashford. Malcolm la trouva là 1 heure plus tard. Il se tenait à côté d'elle, regardant la petite silhouette dans la couveuse. « C'est une battante, dit-il, comme sa mère, comme sa grande-mère. Malcolm, qu'allons-nous faire? » Ce n'était pas une question de stratégie ou de planification, c'était l'appel désespéré d'une mère qui voyait son enfant souffrir, qui voyait sa petite fille lutter pour survivre. Malcolm resta silencieux pendant un long moment, puis il a dit « J'ai passé un coup de fil. » Catherine l'a regardé. « À qui? » Il n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il a dit « J'ai passé 30 ans à travailler pour une agence qui n'existe pas officiellement. J'ai fait des choses qui n'apparaîtront jamais dans aucun livre de l'histoire. J'ai noué des relations avec des personnes qui ont accès à des informations que la plupart des Américains ne peuvent même pas imaginer. » Elle a attendu. J'ai demandé une faveur. Langley m'envoie tout ce qu'ils ont sur Theodore et Preston Ashford. Tous les comptes offshore, tous les scandales enfouis, tous les témoins qu'ils ont payés,
tous les secrets qu'il pensait être en sécurité. Catherine fixa son mari, cet homme calme qui faisait des mots croisés, ce père doux qui avait appris à Vivian à faire du vélo. Tu avais dit que tu n'utiliserais plus jamais ces contacts. C'était avant que quelqu'un n'essaye de tuer notre fille. Les mots restaient en suspendus dans l'air entre eux. Devant eux, à travers la vitre, la poitrine de leur petite fille se soulevait et s'abaissait au rythme des respirations assistées par une machine. J'ai passé ma carrière à mettre des criminels derrière les barreaux par des voies légales, dit lentement Catherine. Des preuves solides, des procès équitables, une procédure régulière, et tu étais doué pour ça. Mais utiliser des ressources du renseignement, consulter des dossiers classifiés, ce n'est pas légal. Non. Malcolm se tourna vers elle. Ce n'est pas légal. Et si tu veux que j'arrête, je le ferai. Si tu veux faire confiance au système pour gérer cela, je me retirerai et je laisserai faire. Catherine regarda sa petite fille sur les écrans qui surveillaient ses signes vitaux, susceptibles de changer à tout moment dans la couveuse. C'était la seule chose qui maintenait cette petite vie attachée au monde. Le système a laissé tomber notre fille, dit-elle. Le système l'a laissé lui faire du mal pendant des années, parce que personne ne voulait voir ce qui se passait. Elle se tourna vers Malcolm. N'arrêtez pas. Quoi que vous ayez à faire, n'arrêtez pas tant qu'il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Malcolm acquiesça d'un signe de tête. Alors je dois passer d'autres coupes de fil. Il la laissa là, à la fenêtre. Il la laissa regarder leur petite fille respirer. 3 étages plus haut, Vivian était plongée dans un coma artificiel tandis que les chirurgiens s'efforçaient de lui sauver la vie. Le gonflement de son cerveau était plus grave que ne le montraient les premiers scanners. Ils avaient dû lui retirer une partie du crâne pour soulager la pression. Nina Vasquez était l'infirmière de nuit affectée à la salle de réveil de Vivian. Âgée de 28 ans, elle était infirmière depuis 5 ans. Elle avait déjà travaillé dans le service des traumatismes. Elle avait vu des patients dans un état pire que celui de Vivian Ashford. Mais quelque chose dans ce cas la hantait. Peut-être était-ce la grossesse, le fait de savoir que cette femme avait été battue alors qu'elle portait un enfant. Peut-être était-ce le défilé d'avocats coûteux qui ne cessait d'apparaître avec des documents et des demandes. Peut-être était-ce le regard que la mère de Vivian lui avait lancé. Pas un regard de chagrin ou de peur, mais un regard froid, déterminé, que Nina avait reconnu. La fureur de quelqu'un qui en avait assez d'être impuissant, d'observer, d'attendre que quelqu'un d'autre règle les problèmes. À 2h17 du matin, Na vérifiait les signes vitaux de Vivian lorsqu'elle remarqua quelque chose. Un léger mouvement, des lèvres qui bougeaient sans émettre de son. Elle se pencha, son oreille à quelques centimètres de la bouche de Vivian. Les mots étaient à peine audibles, plus formés que prononcés. J'ai essayé d'être assez bonne. J'ai tellement essayé. Na sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle avait déjà entendu des mots similaires, de la part de femmes qui se reprochaient la violence dont elles avaient été victimes, de la part de victimes qui croyaient que si elles avaient été meilleures, plus intelligentes, plus obéissantes, les abus auraient cessé. « Ce n'était pas ta faute, » murmura Na. « Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas ta faute. » Vivian ne répondit pas. Elle replongea dans l'obscurité chimique du coma, laissant Na seul avec ces mots terribles qui résonnaient dans le silence. Plus tard dans la journée, lorsque Catherine Mercer vint s'asseoir auprès de sa fille, Nina lui raconta ce qu'elle avait entendu. Elle dit qu'elle avait essayé d'être à la hauteur. Na expliqua. Elle dit qu'elle avait fait de son mieux. Catherine serra la main de sa fille. Ses yeux brillaient, mais aucune larme ne coula. C'est ce qu'il lui a dit. Catherine dit que c'est ce que les hommes comme lui disent toujours à leurs victimes, que c'est leur faute, que si elles étaient assez bonnes, les coups cesseraient. Elle se pencha vers le corps inconscient de Vivian. « Tu as toujours été assez bonne, ma chérie. Tu as toujours été parfaite. C'est lui qui était brisé, pas toi. Jamais toi. » Na les laissa seuls, mais elle nota dans le dossier de Vivian. Patiente réactive aux stimuli verbaux. Traumatisme émotionnel possible nécessitant un soutien psychologique au réveil. Et elle ajouta une autre note qui ne figurait dans aucun dossier officiel. Surveiller les tentatives du mari pour accéder à la patiente. Ne permettre aucune visite sans surveillance, quelles que soient les circonstances. Certaines choses ne pouvaient pas être réparées par la médecine, mais elles pouvaient être protégées par la vigilance, par l'attention, par des personnes qui refusaient de détourner le regard.
Malcolm Mercer se tenait dans le parking de l'hôpital, 3 niveaux sous la surface, dans une alcôve en béton que nulle caméra de sécurité ne pouvait atteindre. Son téléphone vibrait à chaque nouveau fichier. Des transmissions cryptées provenant de contacts qui n'existaient officiellement plus, des informations qui ne seraient jamais divulguées dans une salle d'audience, mais qui allaient complètement bouleverser le champ de bataille. La famille Ashford avait des secrets. Theodore Ashford, le père de Preston, avait bâti son empire immobilier sur la corruption, en soudoyant des inspecteurs, en intimidant ses concurrents, en enterrant les preuves de défauts de construction qui avaient coûté des vies. Preston avait appris de son père comment faire disparaître les problèmes, mais les Ashford n'avaient jamais été confrontés à un ennemi comme Malcolm Mercer. Pendant 30 ans, Malcolm avait évolué dans un monde où l'information était une monnaie d'échange et où l'influence était un pouvoir. Il avait renversé des régimes, il avait dévoilé des opérations, il avait transformé des actifs, géré des défections et fait des choses qui n'apparaîtraient jamais dans aucune histoire officielle. Il était à la retraite depuis une décennie, mais ses contacts étaient toujours là, les faveurs dues, les dettes jamais payées. Il commença à passer des coups de fil. En moins de 48 heures, Ashford Development Corporation fut soumise à un contrôle réglementaire inattendu. Des inspections de bâtiments qui avaient été suspendues pendant des années furent soudainement programmées. Des évaluations environnementales qui avaient été accélérées furent rouvertes. Des contrats qui semblaient insuurs furent remis en question. 3 investisseurs majeurs reçurent des colis anonymes contenant des preuves d'irrégularité financière. Pas assez pour prouver quoi que ce soit devant un tribunal, juste assez pour les rendre nerveux, juste assez pour les amener à reconsidérer leur relation avec la famille Ashford. Un journaliste du Washington Post reçut une information sur les antécédents de Preston avec les femmes. Les détails étaient vagues, les noms cachés, les précisions floues, mais le schéma était clair. Ce n'était pas la première femme que Preston Ashford avait blessée. Il y en avait eu d'autres avant Vivienne, d'autres qui avaient été payées pour se taire, d'autres qui pourraient être disposées à parler. Malcolm regardait les dominos commencer à s'aligner. Il était patient. Il était méthodique. Il avait tout le temps du monde. Et Preston Ashford, qui n'avait jamais affronté un adversaire qu'il ne pouvait acheter ou intimider, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La mémoire est une chose étrange. Elle ne fonctionne pas dans l'ordre. Elle ne respecte ni la chronologie, ni la logique, ni la progression linéaire du temps. Elle afflue par fragments. Une odeur, un son, un flash de couleur qui ouvre une porte dont vous ne saviez pas qu'elle était fermée. Dans son coma artificiel, Vivienne Mercer Ashford rêvait. Elle rêvait d'un gala de charité qui avait eu lieu 2 ans et demi auparavant. Des lustres en cristal, des tours de champagne et un quatuor à cordes, jouant un morceau classique dont elle ne connaissait pas le nom. Elle était là pour représenter son association à but non lucratif, afin de sensibiliser le public à la cause des victimes de violences domestiques. L'ironie aurait été douloureuse si elle avait été suffisamment consciente pour l'apercevoir. Elle se souvenait avoir ri à une remarque de sa collègue Denise. Un vrai rire, chaleureux et spontané, le genre de rire qu'elle allait oublier comment faire dans les années à venir. Et elle se souvenait du moment où elle avait senti des regards posés sur elle, le moment où elle s'était retournée et avait vu Preston Ashford à l'autre bout de la salle bondée. Il était magnifique. C'était sa première pensée. Des cheveux foncés, une mâchoire carrée, le genre de visage qui fait la couverture des magazines. Il portait son smoking comme s'il avait été fait pour lui, ce qui était probablement le cas. Tout en lui respirait l'argent, le succès facile, le genre de vie qu'elle n'avait vu que dans les films. Lorsque leurs regards se croisèrent, il lui sourit. Ce n'était pas un sourire poli, mais quelque chose de plus chaleureux, qui lui donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Elle apprendrait plus tard que c'était son don, faire en sorte que les femmes se sentent remarquées, choisies, spéciales. C'était le piège qui les attirait. La première étape d'un schéma qu'il avait perfectionné au fil des années. Mais ce soir-là, elle ne le savait pas. Ce soir-là, elle n'était que Vivienne Mercer, 30 ans, dévouée à son travail, seule d'une manière qu'elle n'aimait pas admettre. Et lorsque Preston Ashford s'est présenté, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Une possibilité. La cour fut fulgurante. Des dîners privés dans des restaurants avec des listes d'attente d'1 mois. Des week-ends à Paris, à Londres.
sur une île privée dans les Caraïbes. Des fleurs livrées à son bureau tous les jours jusqu'à ce que ses collègues plaisantent en disant qu'elle dirigeait un jardin botanique. Il lui envoyait constamment des SMS, l'appelait tous les soirs, se présentait à ses événements avec un sourire, des compliments et une intensité qui la faisait se sentir ivre sans alcool. Elle comprit plus tard le nom de ce comportement, le love bombing, le fait de submerger délibérément son partenaire d'attention et d'affection afin de créer une dépendance et de la gratitude. Mais à l'époque, elle pensait simplement avoir trouvé l'amour. Il me donnait l'impression d'être la seule femme au monde. Elle le dira plus tard à son thérapeute. Je n'ai compris que bien plus tard qu'il voulait que je me sente comme la seule femme de son monde, comme si je n'existais pas en dehors de celui-ci. L'isolement a commencé subtilement. De petites remarques qui semblaient inquiètes, des questions qui semblaient t'intéresser. Ton amie Denise semblait vraiment critique à ton égard ce soir. Je crains juste qu'elle n'ait pas ton intérêt à cœur. Ton patron t'en demande beaucoup. Tu n'as peut-être pas besoin de travailler autant. Je peux subvenir à nos besoins à tous les deux. Ton appartement est si petit. Pourquoi ne déménages-tu pas chez moi? Tu aurais beaucoup plus d'espace et nous pourrions nous voir plus souvent. Ses relations se sont effritées. Ses amis sont devenus des connaissances, puis des étrangers. Son travail est devenu un emploi à temps partiel, puis occasionnel, puis échange, cancel, puis inexistant. Son appartement, sa voiture, son compte bancaire. Tout a été absorbé par le monde de Preston jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien qui lui appartienne. Lorsqu'elle a réalisé ce qui se passait, elle était mariée, vivait dans son manoir, dépendait de son argent, était entourée de son personnel, de ses amis et de sa famille, qui la regardaient tous comme un accessoire, un bien, quelque chose que Preston avait acquis et dont il pouvait disposer à sa guise. Le premier coup est tombé 8 mois après le mariage. Elle était allée à un événement caritatif sans le lui dire, une erreur involontaire. Elle lui en avait parlé quelques semaines auparavant, et il avait semblé distrait, alors elle avait supposé qu'il s'en souvenait. Elle est rentrée tard, ravie du succès de la collecte de fonds, pensant à toutes les familles qu'elle avait aidées ce soir-là. Elle a trouvé Preston qui l'attendait dans le salon plongé dans l'obscurité. Où diable étais-tu? Ce n'était pas une question. Sa voix était neutre, contrôlée, plus effrayante que n'importe quel cri. Elle a commencé à expliquer l'événement caritatif, celui dont elle avait parlé, les familles dans le besoin. La gifle est venue si vite qu'elle ne l'a pas vue venir. Elle était par terre avant même de comprendre ce qui s'était passé. Sa joue brûlait, son oreille sifflait. Elle ne comprenait plus rien à la pièce qui l'entourait. Puis il se mit à pleurer, sanglotant à genoux à côté d'elle, la serrant dans ses bras, lui caressant les cheveux tandis que des larmes coulaient sur son visage. « J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Je t'aime trop. Je ne peux pas me contrôler. Je suis tellement désolé. Je ne le ferai plus jamais. Tu ne peux pas me faire peur comme ça. » Elle le croyait. C'était de la terrible vérité qui la hantait même dans ses rêves. Elle le croyait. Elle s'excusa de l'avoir inquiété. Elle promit de toujours lui dire où elle était. Elle accepta ses larmes comme une preuve de son amour plutôt que comme une technique de manipulation vieille comme le monde. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence, lui expliqua plus tard son thérapeute. Montée de tension, incident, réconciliation, calme, puis nouvelle montée de tension. Chaque cycle érode la résistance, rend le départ plus difficile, amène la victime à remettre en question la réalité jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer la vérité du mensonge. Le deuxième coup est survenu 2 mois plus tard. Le troisième, 3 semaines après. Chaque incident était suivi de larmes, d'excuses et de cadeaux coûteux. Chaque période de calme était plus courte que la précédente. Chaque escalade était plus grave. Elle a appris à lire ses humeurs, à prédire l'accumulation de tensions, à se faire petite, silencieuse et docile dans l'espoir d'éviter l'inévitable. Elle a appris à cacher ses bleus avec du maquillage, à expliquer ses blessures par des mensonges maladroits, à sourire devant les caméras et à faire semblant que tout allait bien. Elle est devenue experte en comédie et elle se détestait pour cela. À 2 heures du matin, Catherine était assise seule dans la chapelle de l'hôpital. Elle ne priait pas, n'avait jamais été croyante, mais elle avait besoin d'un endroit calme où le poids des dernières 24 heures pourrait s'apaiser sans public. La chapelle était petite. Une douzaine de bancs, un autel simple,
des vitraux représentant des scènes qu'elle ne reconnaissait pas. Le genre d'espace spirituel non confessionnel que les hôpitaux construisent pour les familles comme la sienne. Des familles qui attendent des nouvelles. Des familles qui ont besoin d'un réconfort que la médecine ne peut leur apporter. Catherine ferma les yeux et se laissa aller à ses souvenirs. Le jour où ils avaient ramené Vivien à la maison depuis l'agence d'adoption. Leur fille avait alors 2 ans. De grands yeux bruns, des joues potelées, un sourire qui illuminait la pièce. Elle avait été trouvée abandonnée sur le parking d'une épicerie à l'âge de 3 mois. Aucune famille ne s'était jamais présentée pour la réclamer. Catherine et Malcolm avaient essayé d'avoir des enfants pendant des années. Traitement de fertilité, spécialiste, procédure qui avait laissé Catherine épuisée et vide. Lorsque la dernière tentative avait échoué, ils avaient pleuré. Ils s'étaient demandé si la parentalité était faite pour eux. Puis leur assistante sociale les avait appelés pour leur parler d'une petite fille de 2 ans qui avait besoin d'une famille. « Nous nous sommes choisis », disait Catherine à Viviane à chaque anniversaire. « C'est plus fort que les liens du sang. Nous nous sommes choisis. » Maintenant, elle se demandait si cela suffisait. Ils l'avaient choisie, aimée, protégée, et pourtant, ils n'avaient pas pu la mettre à l'abri d'un monstre qui souriait lors des galas de charité. « Où avions-nous échoué ?» Catherine murmura dans la chapelle vide. « Qu'avons-nous manqué ?» Il n'y eut pas de réponse. Il n'y en avait jamais. Pas à des questions comme celle-là. La seule réponse était le poids de la culpabilité qui ne disparaîtrait jamais complètement. Dans le couloir à l'extérieur de l'unité de soins intensifs chirurgicaux, Malcolm tenait une tasse de café qui avait refroidi depuis 2 heures. Il n'en avait pas bu une seule gorgée. Il repensait à une conversation avec Viviane 3 ans auparavant. Un appel téléphonique un dimanche après-midi. « Papa, j'ai rencontré quelqu'un. Je pense que c'est le bon. » La joie dans sa voix, l'espoir, le son de sa fille enfin prête à ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau. Il était heureux pour elle. Que Dieu lui pardonne. Il était heureux. Il avait accueilli Preston dans leur famille sans poser de questions. Il lui avait serré la main lors du mariage, avait porté un toast au couple heureux, les avait regardés partir vers leur nouvelle vie ensemble. Il aurait dû enquêter, creuser le passé de Preston comme il l'aurait fait pour n'importe quel actif, se fier à son instinct qu'il avait mis mal à l'aise dès leur première rencontre. Mais Viviane semblait si heureuse, et Malcolm voulait désespérément que sa fille y trouve l'amour. Une peau de crème froide s'était formée à la surface du café. Malcolm la fixait sans la voir. « J'aurais dû savoir, pensa-t-il. J'aurais dû te protéger. » 2 étages plus bas, à l'hôpital NICU, une infirmière de nuit nommée Maria chantait doucement une berceuse à l'enfant des Ashford. C'était une vieille berceuse que sa grand-mère lui chantait en espagnol quand elle était petite. Le bébé ne pouvait probablement pas l'entendre. Il luttait pour chaque respiration, ses poumons n'étant pas prêts pour le monde. Mais Maria chantait quand même, car parfois, ce qui aide le plus, ce sont les choses que l'on ne peut pas mesurer. La présence d'un autre être humain, la vibration d'une voix dans l'air, le simple et puissant fait de ne pas être seul. « Tiens bon, mon petit », murmura Maria entre 2 couplets. « Ta maman a besoin que tu tiennes bon. » Le détective Samuel Briggs était assis dans sa voiture devant le commissariat, les yeux fixés sur le dossier posé sur ses genoux. Il était détective depuis 22 ans. Il avait appris à se fier aux preuves plutôt qu'à son instinct, aux faits plutôt qu'à ses sentiments, à la documentation plutôt qu'à ses réactions instinctives. Les preuves dans l'affaire Ashford étaient convaincantes. Dossiers médicaux, photographies, déclarations de témoins parmi le personnel hospitalier, un schéma d'abus qui remontait à plusieurs années. Mais les preuves seules ne suffisaient pas pour gagner des affaires, pas contre des familles comme les Ashford. Son téléphone sonna. « Le capitaine Briggs, je vous veux dans mon bureau immédiatement. » Le bureau du capitaine était petit et encombré, décoré de distinctions et de photos prises au cours de ses 30 années de service. Le capitaine Morrison était un bon flic, juste, honnête, le genre de leader qui croyait vraiment en la justice, mais il était aussi politicien. Il savait comment le jeu se jouait. « Fermez la porte, » dit Morrison. Briggs s'exécuta. « J'ai reçu des appels toute la matinée au sujet de l'affaire Ashford, du chef, du bureau du maire, des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. » Morrison se frotta les tempes.
Ils veulent savoir pourquoi nous poursuivons cette affaire, pourquoi nous faisons du bruit autour d'une chute accidentelle. Ce n'était pas une chute accidentelle, dit Briggs. Les preuves. Je sais ce que montrent les preuves. Morrison l'interrompit. J'ai vu les photos. J'ai lu les rapports. Je sais exactement ce que Preston Ashford a fait à sa femme. Alors pourquoi avons-nous cette conversation? Parce que savoir et prouver sont deux choses différentes. Morrison se pencha en avant. Les Ashford ont des avocats, les meilleurs avocats. Ils nous enseveliront sous les motions, les contre-demandes et les témoins experts qui diront n'importe quoi pour le bon prix. Ils feront traîner cette affaire pendant des années. Et quand ce sera enfin terminé, Preston Ashford s'en tirera avec une simple tape sur les doigts et un accord qui fera taire tout le monde. Donc, on le laisse s'en tirer comme ça. Je n'ai pas dit ça. Morrison fit une pause. J'ai dit, nous devons être intelligents. Nous devons monter un dossier en béton. Nous avons besoin de preuves que même l'argent des Ashford ne pourra faire disparaître. Nous avons des preuves. Il nous en faut davantage. Morrison fit glisser un dossier sur le bureau. J'ai fait quelques recherches sur la famille. Juste des enquêtes discrètes et j'ai trouvé des choses intéressantes sur les parents. Les parents adoptifs de Vivian Ashford. Briggs ouvrit le dossier, il lut la première page, puis la deuxième, puis il leva les yeux vers Morrison avec une expression incrédule. Malcolm Mercer n'était pas comptable. Non, il ne l'était pas. Il était à la CIA, directeur adjoint des opérations avant de prendre sa retraite. Et Catherine Mercer, 30 ans de carrière comme procureur fédéral. Elle a personnellement condamné la famille criminelle Castellano, 3 sénateurs corrompus et un juge fédéral en exercice. Briggs a fermé le dossier. Donc, la famille Ashford est sur le point de se faire des ennemis. C'est ce que je dis. Morrison a presque souri, et je ne pense pas qu'il comprenne ce que cela signifie. Preston Ashford ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il était assis dans son bureau, entouré des attributs de la vieille fortune, des livres reliés en cuir qu'il n'avait jamais lus, des peintures à l'huile représentant ses ancêtres qui avaient bâti la fortune familiale sur le dos des travailleurs qu'ils exploitaient, un bureau en bois plus vieux que le pays lui-même. Ses avocats lui avaient assuré que tout était sous contrôle. Sa femme se remettrait ou ne se remettrait pas. Dans tous les cas, le scénario était prêt. Un accident tragique, un mari dévoué, une famille dévastée par le malheur. Les Mercer posaient un problème, mais c'était un problème gérable. Des parents arrangés qui tentaient d'accéder à la fortune des Ashford. C'est ainsi que l'histoire se déroulerait. C'est ce que les médias rapporteraient. C'est ce que le juge entendrait lorsque la demande de mise sous tutelle serait déposée. Preston but une gorgée de son café du matin et se sentit confiant. Il s'était déjà trouvé dans des situations difficiles. Son père lui avait bien appris. L'argent résolvait les problèmes. Les avocats s'arrondissaient les angles. Le pouvoir faisait disparaître les vérités gênantes. Son téléphone sonna, c'était son avocat. « Nous avons un problème, dit l'avocat. Quel genre de problème? » La demande de mise sous tutelle a été rejetée. Le juge Patterson s'est récusé ce matin. Il est question d'irrégularité financière en cours d'examen. Le café de Preston devint amer dans sa bouche. Patterson était un allié fiable. Il l'était depuis des années. Qui examine ses finances? Je ne sais pas. Mais il y a pire. La commission de réglementation a annoncé des inspections surprises de notre projet immobilier à Riverside. L'EPA rouvre les enquêtes environnementales sur 3 autres projets. Et je viens de recevoir un appel d'un journaliste du Washington Post qui m'interrogeait sur vos relations avec les femmes avant votre mariage. Preston posa sa tasse de café. Sa main tremblait. Ce n'est pas possible. C'est pourtant le cas. La voix de l'avocat était tendue. Quelqu'un vous traque, quelqu'un qui a accès à des informations qui ne devraient pas être accessibles, quelqu'un qui sait où sont enterrés les cadavres. Trouvez qui c'est, j'essaye, mais qui que ce soit, cette personne est douée, très douée. Preston a raccroché et a fixé le mur de son bureau, le portrait de son père accroché au-dessus de la cheminée. Les yeux peints de Theodore Ashford semblaient le juger. « Tu m'as appris à ne jamais montrer de faiblesse, » a pensé Preston. « Tu m'as appris à détruire mes ennemis avant qu'ils ne puissent me détruire. Mais que faire quand on ne voit pas l'ennemi arriver? » À minuit, l'unité néonatale de soins intensifs était calme. Malcolm se tenait à la fenêtre, regardant sa petite fille dormir. Elle avait pris 56 grammes. Sa respiration était plus forte. Les médecins étaient prudemment optimistes.
Mais un optimisme prudent était loin d'être synonyme de sécurité, loin d'être synonyme de bonne santé, loin d'être synonyme de la vie qu'elle méritait. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un message. Un autre fichier provenant de ses contacts à l'anglais. Plus d'informations sur la sombre histoire de la famille Ashford. Malcolm lut le résumé. Theodore Ashford était un monstre. Il avait battu sa femme pendant 30 ans avant qu'elle ne meure des suites de blessures officiellement attribuées à un accident de voiture. Il avait maltraité son personnel, ses partenaires commerciaux, ses concurrents. Il avait façonné Preston à son image, enseignant à son fils que le pouvoir signifiait ne jamais avoir à faire face aux conséquences, que les femmes étaient des possessions, que la violence n'était qu'un outil parmi d'autres pour obtenir ce que l'on voulait. Tel père, tel fils. Malcolm pensa à l'homme au bout du couloir, l'homme qui souriait devant les caméras, mentait à la police et avait battu une femme enceinte jusqu'à la plonger dans le coma, l'homme qui avait appris la cruauté auprès d'un maître et l'avait perfectionné au fil des années. Theodore Ashford était mourant. D'après les dossiers, il lui restait quelques mois à vivre à cause d'un cancer. Il échapperait à la justice dans ce monde, mais pas son fils. Malcolm passa un autre appel à un ancien collègue qui travaillait désormais dans les services de renseignement privés. J'ai besoin de tout savoir sur les relations passées de Preston Ashford, les femmes qu'il a eues avant sa femme, toutes celles qui pourraient avoir des griefs, toutes celles qui auraient pu être payées pour se taire. C'est beaucoup demandé, je sais. Malcolm regardait la poitrine de sa petite fille se soulever et s'abaisser. Mais je vais faire appel à toutes les faveurs qu'on me doit, à tous les contacts que j'ai cultivés en 30 ans. Je veux que cet homme soit détruit si complètement que son nom devienne un exemple à ne pas suivre. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tu ne parlais jamais comme ça quand tu étais en activité. Je n'ai jamais eu de fille dans un lit d'hôpital qui se battait pour sa vie. Encore un silence, puis je verrai ce que je peux trouver. Catherine le trouva là 1 heure plus tard. Elle se tenait à côté de lui à la fenêtre, regardant leur petite fille dormir. « Tu fais quelque chose, dit-elle. Ce n'était pas une question. »« Oui. Est-ce légal? » En partie. Catherine réfléchit. Elle avait passé sa carrière au sein du système à suivre les règles, à faire confiance au processus, à croire que la justice était l'âme. La justice, bien que lente, finirait par prévaloir. Mais le système avait failli à Vivian. Le système avait laissé Preston Ashford lui faire du mal pendant des années parce que personne ne voulait voir. Personne ne voulait agir. Personne ne voulait risquer sa carrière ou son confort pour protéger une femme qui ne se protégeait pas elle-même. « Très bien, dit Catherine, faites ce que vous avez à faire. » Malcolm la regarda, la femme qu'il aimait depuis 40 ans, la partenaire qui avait construit une vie avec lui, élevé une fille avec lui, affronté tous les défis avec lui. Cela pourrait mal tourner. J'espère que ce sera le cas. La voix de Catherine était froide. J'espère que cela tournera si mal que Preston Ashford regrettera d'être né. Malcolm acquiesça d'un signe de tête. Alors je dois passer d'autres coupes de fil. Jour 12. Vive a développé une hémorragie cérébrale. L'alarme d'urgence s'est déclenchée à 2h47 du matin. Les infirmières couraient, les médecins criaient des ordres. Le chaos contrôlé d'une crise médicale se déroulait à toute vitesse. Malcolm et Catherine étaient dans la salle d'attente lorsque le Dr Holloway les a trouvés. Son visage en disait plus long que ses mots. Il y a une complication, une hémorragie cérébrale qui n'était pas là auparavant. Nous devons opérer immédiatement, sinon nous allons la perdre. Catherine s'est effondrée. Malcolm l'a rattrapée, l'a soutenue, gardant le visage impassible par pure force de volonté. « Faites tout ce que vous devez faire, a-t-il dit. Sauvez notre fille. L'opération a duré 6 heures. Pendant 6 heures, Malcolm et Catherine sont restés assis dans la chapelle, sans prier. Aucun d'eux ne croyait en ce genre de réconfort. Rester assis en silence, se tenir la main, attendre des nouvelles qui les sauveraient ou les détruiraient. À un moment donné, Catherine s'est effondrée. Cela a commencé par un tremblement dans ses épaules, puis un son qui n'était pas tout à fait un sanglot, mais plutôt quelque chose qui se détachait du plus profond d'elle-même. Puis les larmes. C'était la première fois que Malcolm la voyait pleurer depuis l'enterrement de sa mère, 20 ans auparavant. Elle essayait de le quitter, a dit Catherine à travers ses larmes. Elle essayait, et nous ne le savions pas. Nous ne l'avons pas aidée. Nous ne l'avons pas fait. Malcolm l'a serrée dans ses bras. Il ne lui a pas dit que tout allait bien, car ce n'était pas le cas.
Il ne lui a pas dit que Vivienne allait s'en sortir car il n'en savait rien. Il a simplement serré sa femme dans ses bras pendant qu'elle pleurait toutes les fois où il n'avait pas vu ce qui se passait. Toutes les fois où ils n'avaient pas posé les bonnes questions, toutes les fois où ils s'étaient laissés berner par le charme de Preston et le jeu de Vivienne. « On va arranger les choses », a-t-il fini par dire. « Quoi qu'il arrive, on va arranger les choses. » Pendant que Vivienne luttait pour sa vie au bloc opératoire, Preston lançait sa contre-attaque. Son équipe juridique a déposé une demande de mise sous tutelle d'urgence, affirmant que Vivienne était incapable de gérer ses affaires. Ils ont déposé des motions pour limiter l'accès des Mercer, affirmant qu'ils étaient des parents éloignés ayant des motivations financières. Ils ont engagé une agence de relations publiques pour gérer le récit. Preston a accordé une interview larmoyante à une chaîne d'information locale sympathique. Il portait un pull bleu qui faisait paraître ses yeux humides. Il tenait une photo de Vivienne prise le jour de leur mariage. Sa voix se brisait aux moments opportuns. « Je veux juste que ma femme se réveille. Je l'aime tellement. Je ne comprends pas pourquoi ses parents essaient de m'éloigner d'elle. » L'interview est devenue virale. Les réseaux sociaux se sont remplis de #JusticeForPreston. Une campagne GoFundMe a été lancée pour financer sa défense juridique. Des articles d'opinion ont été écrits sur les beaux-parents qui outrepassaient leurs droits et les dangers de se précipiter pour juger. L'opinion publique a basculé. Soudain, les Mercer étaient devenus les méchants. Le couple qui essayait d'éloigner un mari dévoué de sa femme blessée. Les étrangers qui s'immisçaient dans une tragédie familiale. Le détective Briggs a été retiré de l'affaire. Son capitaine a invoqué un conflit d'intérêts. Son capitaine a invoqué la procédure. Son capitaine l'a regardé dans les yeux et s'est excusé en silence pour quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. Le système fonctionnait exactement comme Preston Ashford avait payé pour qu'il fonctionne. À 3 heures du matin, Catherine était assise seule à la cafétéria de l'hôpital. Les tables étaient vides. Les lumières bourdonnaient au-dessus de sa tête. Les distributeurs automatiques fredonnaient leur éternel hymne mécanique. Catherine fixait une tasse de soupe qu'elle n'avait pas touchée. Elle était là depuis assez longtemps pour qu'une peau se forme à la surface. En 35 ans de carrière comme un procureur, elle avait perdu des affaires. Elle avait vu des coupables être acquittés pour des raisons techniques, à cause de problèmes liés aux témoins, parce que les jurys prenaient des décisions qu'elle ne comprenait pas. Elle avait appris à accepter que la justice était imparfaite, que le système, malgré tous ses défauts, valait mieux que pas de système du tout. Aujourd'hui, elle n'était plus sûre d'y croire. Preston Ashford allait gagner. Il avait de l'argent, des avocats, le soutien des médias et l'inertie d'une société qui protégeait les hommes comme lui. Il allait gagner. Et Vivienne, si elle survivait, allait vivre un véritable enfer en essayant de le combattre. Le divorce allait être brutal. La bataille pour la garde du bébé serait pire encore. Des années de litiges et de violence émotionnelle pendant que Preston sourirait aux caméras et jouerait les victimes. Catherine avait déjà vu cela auparavant. Des hommes puissants qui détruisaient leur famille grâce au système judiciaire. Des mères qui perdaient leurs enfants parce que les pères avaient de meilleurs avocats. Des femmes qui étaient écrasées jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien. Elle ne laisserait pas cela arriver à Vivienne. Malcolm la trouva là, fixant la soupe qui refroidissait. Il s'assit en face d'elle. Ils restèrent longtemps sans parler. Le silence entre eux était confortable. 40 ans de mariage leur avaient appris que les mots n'étaient pas toujours nécessaires. Finalement, Catherine dit « Je n'arrête pas de penser à quand elle était petite. » Malcolm attendit. Elle faisait des cauchemars. Elle se glissait dans notre lit et disait « J'ai rêvé que les méchants revenaient me chercher. » Et je lui répondais « Personne ne peut te faire de mal. Maman et papa ne le laisseront pas faire. » Elle regarda Malcolm. Ses yeux étaient rouges. « Nous lui avons menti. Nous ne l'avons pas fait. Nous lui avons menti. Nous avons promis de la protéger et nous ne l'avons pas fait. Quelqu'un lui a fait du mal pendant des années et nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas empêché. Malgré toute notre formation, toutes nos compétences, tous nos contacts, nous n'avons pas pu protéger notre propre fille. » Malcolm tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. « Catherine, nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons changer ce qui va se passer ensuite. Comment? Avec tes contacts dans le monde de l'espionnage? Avec mes relations dans le monde juridique? Rien de tout cela ne l'a sauvée.
Elle n'a pas été battue jusqu'à tomber dans le coma? Non. La voix de Malcolm était calme mais dure. Rien de tout cela ne l'a sauvé, mais cela va le détruire. Il lui serra la main. Je te promets que Catherine Preston Ashford va tout perdre. Son argent, sa réputation, sa liberté. Quand nous en aurons fini, il sera un exemple dissuasif pour tous les agresseurs de ce pays. Avant de lever la main, Catherine regarda son mari. L'homme calme, le père doux. L'espion à la retraite qui était sorti de sa retraite pour la mission la plus importante de sa vie. « Promette-moi, dit-elle. Je te le promets. L'opération se termina à 8h43 du matin. Le docteur Holloway les trouva dans la chapelle, toujours main dans la main, toujours en attente du verdict. « Elle est en vie, dit le médecin. Ces mots semblaient lui coûter quelque chose. Elle est en vie. L'hémorragie s'est arrêtée. Nous avons soulagé la pression, mais je ne vais pas vous mentir. Les prochains jours seront critiques. Nous ne savons pas encore quelle sera l'étendue des dommages. Nous ne savons pas si elle se réveillera, ni quand, ni dans quel état elle sera si elle se réveille. » Catherine ferma les yeux. « Merci. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner plus de certitude. » Le docteur Holloway avait l'air épuisé. Les lésions cérébrales sont imprévisibles. Parfois, les patients nous surprennent. Parfois, non. Pouvons-nous la voir? Oui, elle est en train d'être transférée aux soins intensifs. Vous pouvez vous asseoir à ses côtés. La salle des soins intensifs était calme. Les moniteurs bipaient, les machines ronronnaient. Vive était allongée immobile dans son lit, la tête bandée, des tubes entrant et sortant de son corps. Malcolm se tenait à son chevet, regardant sa fille. « Je ne t'ai pas protégé, dit-il doucement. Mais je vais réparer ça maintenant. Je vais m'assurer qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. » Il resta là jusqu'à l'aube, observant, attendant, planifiant. À 2 heures du matin, Malcolm traversa les rues désertes de la ville. Il se gara devant le manoir Ashford, la maison où sa fille avait été battue presque à mort. Les fenêtres étaient communes. Preston était à l'intérieur, dormant paisiblement, convaincu que l'argent et les avocats feraient tout disparaître. Malcolm resta assis dans sa voiture pendant 1 heure, observant, réfléchissant. Dans une autre vie, il aurait géré cela différemment. Dans une autre vie, il avait des compétences qu'il aurait pu mettre à profit. Une solution discrète que personne n'aurait jamais pu retracer, mais ce n'était plus lui. Ce n'était pas ainsi que Vivien l'avait élevé. Oui, l'élever. Parce qu'être parent ne se résume pas à ce que vous enseignez à vos enfants. Il s'agit aussi de ce qu'ils vous enseignent. Et Vivien lui avait appris qu'il existait de meilleurs moyens de vaincre les monstres que de devenir soi-même un monstre. Il s'éloigna en voiture. Il existait une meilleure solution. Une solution qui ne se contentait pas d'arrêter Preston Ashford. Une solution qui le détruisait complètement, publiquement et légalement. Cette solution prendrait plus de temps, mais le résultat en valait la peine. Jour 18, la première chose dont Vivien prit conscience fut le bruit. Le bip des moniteurs, une voix lointaine qui prononçait son nom. Le doux sifflement des machines qui la maintenaient en vie, puis la douleur, une profonde douleur lancinante dans sa tête qui pulsait à chaque battement de cœur. Tout son corps était lourd, étrange, déconnecté de lui-même. Elle essaya d'ouvrir les yeux. La lumière était trop vive. Elle les referma. « Vivien !» La voix était plus proche maintenant, familière. « Vivien, tu m'entends ?» Na, l'infirmière, celle qui avait été là pendant les heures sombres, celle dont Vivien se souvenait à la lisière de ses rêves comateux. Elle essaya de parler. Sa gorge était sèche. Ses lèvres étaient gercées. Le mot sortit comme un croassement. « Bébé !» Le visage de Na apparut au-dessus d'elle. Des larmes coulaient sur les joues de l'infirmière. « Elle va bien. Elle est dans l'INU. C'est une battante. Toute comme sa maman. » Vivien assimila cette information. Sa fille était en vie. Elle était en vie. Elles avaient toutes les deux survécu. La deuxième question fut plus difficile. Elle venait de plus loin. Où est Preston? L'expression de Na changea. Elle devint prudente. Il n'est pas là pour le moment. Ne le laissez pas s'approcher de moi. La voix de Vivien se brisa sur ces mots. S'il te plaît, ne le laisse pas m'approcher. Je ne le ferai pas. Na lui serra la main. Je te promets que personne ne te fera plus de mal. Catherine et Malcolm furent appelés dans la chambre de Vivien moins d'1 heure plus tard. Ils étaient à la cafétéria de l'hôpital, buvant leur 3e tasse de café et passant en revue les dernières informations fournies par les contacts de Malcolm.
Lorsqu'ils franchirent la porte et virent les yeux de Viviane ouverts, Catherine poussa un son qui était à mi-chemin entre un sanglot et un rire. « Oh, ma chérie !» Elle traversa la pièce en 3 pas et serra sa fille dans ses bras avec précaution. « Oh, ma chérie, j'allais te le dire. » La voix de Viviane était faible mais ferme. « J'essayais de te le dire. Ce soir-là, j'envoyais un SMS à maman quand elle n'a pas pu finir. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. » Catherine s'écarta, tenant le visage de Viviane entre ses mains. « Nous savons tout et c'est fini maintenant. Il ne te touchera plus jamais. » Malcolm se tenait au pied du lit et observait. Son visage était calme, ses yeux ne l'étaient pas. « Depuis combien de temps ?» demanda Viviane. « Tu es restée inconsciente pendant 18 jours. » Le docteur Holloway expliqua l'opération, les complications, la convalescence à venir. « Tu es stable maintenant. Le bébé est stable, mais tu as un long chemin à parcourir. » Viviane acquiesça lentement et délipote. Elle essayait de rassembler les pièces du puzzle. 18 jours, près de 3 semaines de sa vie avaient disparu. Près de 3 semaines de la vie de sa fille qu'elle avait manquée. « Je veux la voir, dit-elle. Je veux voir mon bébé. » Le docteur Holloway échangea un regard avec Catherine. « Bientôt, quand vous serez un peu plus forte. Pour l'instant, vous devez vous reposer et récupérer. » Mais elle va bien. Elle se porte remarquablement bien. Elle en est à 33 semaines et a pris près d'1 livre. Elle respire seule la plupart du temps. Viviane ferma les yeux. Des larmes coulaient au coin de ses yeux. « J'allais le quitter, murmura-t-elle. J'avais commencé à m'organiser. »« J'allais partir, dit Catherine en lui prenant la main. Nous le savons, et tu le feras. Tu vas partir, tu seras libre, et il passera le reste de sa vie à payer pour ce qu'il te fait. » Il y avait quelque chose dans la voix de sa mère qui fit lever les yeux à Viviane, une dureté qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Une promesse enveloppée d'acier. « Maman, qu'est-ce que tu fais? » Ce que nous aurions dû faire il y a des années. Catherine serra les mâchoires, protégeant notre fille. Le détective Briggs est venu nous rendre visite après son service. Il avait continué à suivre l'affaire malgré son retrait, recherchant des preuves par des voies non officielles, constituant un dossier qu'aucun supérieur hiérarchique n'avait autorisé. Il s'est assis sur une chaise à côté du lit de Viviane et a posé la question directement. « Madame Ashford, je dois vous demander si vous souhaitez porter plainte contre votre mari. » Viviane regarda ses parents, puis la photo de sa fille que Nena avait collée au mur. 1,5 kg maintenant, un petit poing levé comme en signe de défi. Oui, sa voix était plus forte qu'auparavant. Je veux porter plainte, je veux témoigner. Je veux qu'il me regarde dans les yeux pendant que je raconte au monde entier ce qu'il a fait. Briggs acquiesça. Alors nous devrons travailler ensemble. Ce ne sera pas facile. Les Ashford ont des ressources, des relations. Ils se battront sans scrupule. Je sais. Viviane le regarda dans les yeux. Mais j'en ai assez d'avoir peur. J'en ai assez de me cacher. J'en ai assez de protéger l'homme qui a essayé de nous tuer, ma fille et moi. Je suis restée parce que je pensais pouvoir arranger les choses, dit-elle plus tard, lorsque Briggs fut parti et que seuls ses parents étaient encore là. Je suis restée parce que partir aurait été comme admettre que j'avais fait une erreur. Je suis restée parce que j'avais honte. Catherine lui serra la main. Mais je n'ai plus honte. La voix de Viviane se durcit. Je suis furieuse. 3 jours plus tard, Viviane était suffisamment forte pour être conduite en fauteuil roulant à l'unité néonatale de soins intensifs. Na poussa son fauteuil dans les couloirs silencieux, passant devant les voix étouffées, les familles inquiètes et le bip incessant des machines qui mesuraient la vie et la mort par incréments numériques. La néonatologie était chaleureuse, faiblement éclairée, conçue pour imiter autant que possible l'utérus dans les limites de la médecine moderne. Na arrêta le fauteuil roulant devant une couveuse dans un coin. « La voici, dit doucement l'infirmière. Votre fille. » Viviane regarda à travers les parois en plastique la petite silhouette à l'intérieur. 1,5 kg, encore si petite, encore reliée à des moniteurs, mais respirant, vivant, se battant. Elle appuya sa paume contre le plastique chaud. « Bonjour, bébé, murmura-t-elle. Je suis ta maman. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à te rencontrer. » La main du bébé tressaillit. Ses petits doigts se crispèrent contre la couverture douce. « Puis-je la prendre dans mes bras ?» Na demanda à l'infirmière de la NICU. Les dispositions nécessaires furent prises. Des mains attentionnées transférèrent le petit paquet de la couveuse à la mère.
Vivienne tint sa fille dans ses bras pour la première fois. Un poids impossible de 1,3 kg. Une peau translucide recouvrant des veines bleues. Les yeux fermés face à un monde auquel elle n'était pas prête, mais chaude, vivante. Sa fille, sa raison d'être pour tout ce qui allait suivre. « Je vais t'appeler Rose », murmura Vivienne, « parce que les roses y ont des épines pour se protéger, et tu vas avoir besoin d'épines, ma chérie. Le monde est dur. Rose Catherine Mercer, un nouveau nom pour un nouveau départ. Plus aucune trace d'Ashford. Catherine se tenait à la fenêtre de l'unité néonatale de soins intensifs, regardant Vivienne tenir sa petite fille. Malcolm se tenait à côté d'elle. « Elle va s'en sortir », dit Malcolm. « Elle va faire plus que s'en sortir. » La voix de Catherine était farouche. « Elle va s'épanouir. Elle va élever ce bébé. Elle va aider d'autres femmes comme elle. » Et Preston Ashford passera le reste de sa vie à savoir qu'il n'a pas réussi à la détruire, qu'il a tout essayé et qu'elle a survécu malgré tout. Malcolm regarda sa femme, la procureure, la mère, la femme qui avait passé 35 ans à croire au système et qui voyait maintenant ces systèmes échouer. « Je t'aime, dit-il. Je t'aime aussi. » Catherine ne détourna pas les yeux de la fenêtre. « Maintenant, allons détruire notre gendre. » Le Washington Post a publié un titre explosif. L'histoire de violence du PDG. 3 femmes racontent leur histoire. L'article avait fait l'objet de recherches minutieuses, avait été vérifié sur le plan juridique et était tout à fait dévastateur. 3 femmes avec lesquelles Preston était sorti avant Vivienne Cohn. Chacune avait vécu le même schéma. L'offensive de charme, l'isolement, le premier coup porté sans crier gare, les larmes, les excuses et les promesses de changement. Une femme avait reçu 200 000 $ pour signer un accord de confidentialité. Une autre avait retiré sa plainte après avoir reçu des menaces contre sa famille. La troisième avait tout simplement disparu de la vie publique, trop brisée pour se battre davantage. Elles étaient désormais prêtes à parler, à raconter leur histoire, à voir Preston Ashford enfin faire face aux conséquences de ses actes. Les contacts de Malcolm les avaient retrouvés. Les relations juridiques de Catherine les avaient protégées. Ensemble, ils avaient donné à ces 3 femmes le courage de parler. L'équipe de relations publiques de Preston est passée en mode crise. Déclarations visant à limiter les dégâts, démentis de toutes les accusations, attaques personnelles contre les femmes qui avaient eu le courage de parler. Cela n'a pas fonctionné, car lorsqu'un domino tombe, les autres suivent. Harrison Cole, directeur financier et meilleur ami de Preston, a été arrêté pour fraude un mardi matin. Les preuves étaient irréfutables. Comptes offshore, faux documents, traces écrites de corruption remontant à 15 ans. Harrison avait été le bras droit de Preston pour tout cela. Il savait où tous les cadavres étaient enterrés. Il a craqué en moins de 6 heures. En échange d'une réduction de peine, Harrison a tout révélé aux enquêteurs. Crimes financiers, corruption de fonctionnaires, subornation de témoins et anciennes allégations d'abus. Les SMS de Preston à Harrison discutant avec désinvolture de la manière de faire disparaître les problèmes. Elle devient trop indépendante. Nous devons la remettre dans le droit chemin. Peut-être un séjour à l'hôpital. Cela a fonctionné avec Jennifer. Ce message aurait suffi à lui seul, mais il y avait bien plus encore. Margot Ashford Wellington, la mère de Preston, a reçu une assignation à comparaître un mercredi après-midi. Ses tentatives pour dissimuler la violence de son fils, payer les anciennes petites amies de Preston, menacer les témoins, détruire les preuves, faisaient désormais partie de l'enquête criminelle. Elle a appelé Preston, paniquée. « Je fais l'objet de poursuites pénales », a-t-elle crié. « À cause de toi. À cause de ce que tu as fait. Maman, calme-toi. Nous avons des avocats. Les avocats ne nous aideront pas maintenant. » La voix de Margot se brisait. Ils savent tout. Chaque paiement, chaque menace, chaque témoin que nous avons fait disparaître. Nous allons aller en prison, Preston. Tous les deux. Cela n'arrivera pas. C'est déjà en train d'arriver. On me demande de rendre mon passeport. Tu comprends? Je ne peux pas quitter le pays, Preston raccrocha. Sa main tremblait trop pour tenir le téléphone. Theodore Ashford, le père de Preston, mourut un jeudi matin. Le cancer finit par avoir raison de ce que la corruption n'avait pas réussi à faire. Dans ses dernières heures, délirant sous l'effet des analgésiques et proche de la mort, Theodore fit des aveux à son infirmière. « Je lui ai appris tout ce qu'il sait, » marmonna Theodore. « Preston, je lui ai appris comment traiter les femmes, comment les garder sous contrôle. Sa femme, la première.
Elle allait me quitter. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je devais lui apprendre ce qui arrive à une femme qui oublie sa place. L'infirmière enregistra tout. Lorsque le cœur de Theodore s'arrêta enfin, elle contacta le détective Briggs. Il a avoué, a-t-elle dit, ce qu'il avait fait à sa femme et avoir appris à son fils à faire la même chose. Briggs a écouté l'enregistrement 3 fois. Puis il l'a ajouté au dossier des preuves qui s'épaississait de jour en jour. Le conseil d'administration de la Ashford Development Corporation a convoqué une réunion d'urgence un vendredi après-midi. Preston était assis en bout de deux balles, entouré d'hommes qui étaient ses alliés depuis 20 ans. Des hommes qui avaient profité de l'argent d'Ashford. Des hommes qui avaient détourné le regard lorsque des rumeurs avaient commencé à circuler sur le tempérament de Preston. Les petites amies de Preston. Les accidents de la femme de Preston. Ils ne détournaient plus le regard. Preston, c'est fini. Le président du conseil d'administration avait 70 ans et connaissait Theodore depuis son enfance. L'entreprise ne survivra pas à cela. Les enquêtes, les poursuites judiciaires, l'attention des médias. Nos actions ont chuté de 40% en 2 semaines. Nos partenaires se retirent. Nos prêteurs exigent une révision des prêts. C'est temporaire, a déclaré Preston. Quand la poussière retombera, la poussière ne retombera pas. Un autre membre du conseil d'administration a pris la parole. Vous faites l'objet de poursuites pénales. Votre mère fait l'objet de poursuites pénales. Votre directeur financier coopère avec les procureurs. Vous êtes fini, Preston. La seule question est de savoir si vous entraînerez l'entreprise dans votre chute. Que voulez-vous dire? Nous vous demandons de démissionner avec effet immédiat. Si vous vous opposez à nous, nous vous destituerons de force. Ce n'est pas une négociation. Preston regarda autour de lui les hommes qu'il connaissait depuis toujours. Des hommes qui avaient assisté à son mariage. Des hommes qui avaient joué au golf avec son père. Des hommes qui savaient quel genre d'homme il était et qui n'avaient jamais rien dit. Ils l'abandonnaient maintenant. Non pas à cause de ce qu'il avait fait, ils avaient toléré cela pendant des décennies, mais à cause de ce qu'il leur avait coûté. De l'argent, leur réputation, le confortable anonymat de la complicité. Vous le regretterez, dit Preston. Nous regrettons déjà beaucoup de choses. Le président croisa son regard, mais ce n'est pas l'une d'entre elles. Le monde de Preston s'écroula au cours des semaines suivantes. Ses avoirs furent gelés dans l'attente d'une enquête. Son adhésion au country club fut révoquée. Son agenda social se vida, ses amis et collègues étant soudainement trop occupés pour lui répondre. Le manoir fut saisi dans le cadre de l'enquête pour fraude. Produit du crime, disait le document. Il fut réduit à une suite d'hôtels payés avec des cartes de crédit qui seraient bientôt annulées. Seul, à l'exception des avocats qui facturaient 500 $ de l'heure pour lui annoncer de mauvaises nouvelles. Et puis, il fit quelque chose de stupide. Il se présenta à l'hôpital. Malcolm était dans le hall lorsque Preston franchit les portes. Le jeune homme avait l'air débraillé, mal rasé, les yeux rougis, vêtu de vêtements dans lesquels il avait dormi. « Je veux voir ma femme, dit Preston. J'ai des droits. » Malcolm se plaça entre Preston et les ascenseurs. Il n'éleva pas la voix. Il ne proféra aucune menace. Il se contenta de regarder son gendre avec le regard froid d'un homme qui avait passé 30 ans à évaluer des cibles. « Vous devriez partir, dit Malcolm. Elle est toujours ma femme. J'ai le droit légal de la voir. Votre fille porte toujours mon nom. »« Ma fille? Votre fille s'appelle Rose Catherine Mercer. » La voix de Malcolm était glaciale. Elle ne saura jamais que vous avez existé. Elle ne saura jamais que son père biologique était un monstre. Elle grandira aimée et protégée, entourée de personnes qui mourraient plutôt que de laisser quelqu'un lui faire du mal. Le visage de Preston se déforma. « Vous pensez avoir gagné? Vous pensez que vos relations et vos jeux d'espionnage m'ont vaincu? Mes avocats? Tes avocats négocient des accords de plaidoyer parce qu'ils savent ce qui va arriver. » Malcolm s'approcha. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Preston. J'ai passé 30 ans à travailler pour des gens qui règlent les problèmes discrètement, efficacement, définitivement. Je suis à la retraite maintenant, mais j'ai toujours des amis qui me doivent des faveurs, des amis qui peuvent faire en sorte que personne ne puisse remonter à qui que ce soit. » Le visage de Preston se crispa. « Je ne vais pas te faire de mal, continua Malcolm. Ce serait trop facile. Au lieu de cela, je vais regarder tout ce que tu as construit partir en fumée. Je vais regarder pendant que tu seras traîné devant les tribunaux, humilié, condamné et emprisonné.
Et ensuite, je vais regarder pendant que tu pourriras dans une cellule, sachant que ma fille est heureuse, qu'elle réussit et qu'elle élève son enfant et que tu n'as plus aucun pouvoir sur elle ni sur personne d'autre. Malcolm sourit. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Alors s'il te plaît, Preston, continue à te battre. Continue à essayer. Cela ne fera que rendre la destruction plus satisfaisante. Preston fixa le vieil homme, ce retraité tranquille qui faisait des mots croisés le dimanche matin, ce grand-père qui semblait si inoffensif. Il se retourna et partit sans un mot. Cette nuit-là, Preston s'assit seul dans sa chambre d'hôtel. Le personnel avait démissionné, avait été licencié ou avait tout simplement cessé de se présenter. Le téléphone ne sonna pas. La suite semblait immense et vide. Il se servit un verre de scotch, les mains tremblantes, et réalisa pour la première fois de sa vie qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. 6 mois plus tard, le palais de justice était vieux et majestueux, construit à une époque où la justice se voulait imposante. Des colonnes de marbre, de hauts plafonds, le poids de l'histoire pesant sur tous ceux qui y entraient. Vivian franchit les portes, accompagnée de sa mère d'un côté et du détective Briggs de l'autre. Elle portait une simple robe grise, sans bijoux, à l'exception d'une fine chaîne en or avec un pendentif en forme de rose, un cadeau de Nena, l'infirmière qui était devenue son amie. Elle était terrifiée. Elle redoutait ce jour depuis des mois, le moment où elle devrait affronter Preston en public, le moment où elle devrait raconter son histoire à des inconnus en espérant qu'ils la croient. Mais sous cette terreur se cachait d'autre chose, quelque chose de plus fort, quelque chose qui grandissait depuis qu'elle s'était réveillée dans ce lit d'hôpital, 18 jours après que son mari ait failli la tuer. La détermination. La salle d'audience était bondée, les journalistes dans la tribune prenaient des notes pour les gros titres du lendemain, les défenseurs et les partisans qui avaient suivi l'affaire, les spectateurs curieux qui voulaient voir le riche PDG humilié. Preston était assis à la table de la défense avec son équipe d'avocats coûteux. Il avait l'air différent, plus mince, plus vieux. Son apparence soignée s'était effacée pour révéler le désespoir qui se cachait derrière. Lorsque Vivian entra, il se tourna pour la regarder. Son regard était froid. Ne le regarda pas. Elle ne lui donna pas cette satisfaction. Elle se dirigea vers la barre des témoins, la tête haute et les épaules en arrière. Le procureur était une femme nommée Lisa Chen, qui avait été choisie personnellement par les contacts de Catherine dans le milieu juridique. Elle était brillante, implacable et profondément déterminée à mettre les agresseurs derrière les barreaux. « Madame Mercer, commença-t-elle, veuillez raconter à la cour votre mariage avec Preston Ashford. » Vivian raconta son histoire. Elle leur parla du charme, des offenses, de l'isolement, du premier coup qui était tombé de nulle part, des larmes, des excuses et des promesses de changement. Elle leur a parlé de l'escalade, des côtes cassées qui n'ont jamais été signalées, des yeux au beurre noir expliqués comme des accidents, de la peur constante qui était devenue si normale qu'elle avait oublié ce que c'était que de ne pas avoir peur. Elle leur a parlé de la nuit où elle a failli mourir, du SMS qu'elle essayait d'envoyer, du bruit du poing de Preston contre son visage, de la longue chute dans les escaliers et de l'obscurité qui a suivi. Elle a parlé pendant 3 jours. Sa voix s'est parfois brisée. Ses mains tremblaient, mais elle n'a jamais faibli, elle n'a jamais vacillé. Elle a regardé le jury et a dit sa vérité avec une clarté absolue. « Il m'a dit que personne ne me croirait », a-t-elle déclaré. « Il m'a dit que j'avais de la chance de l'avoir. Il m'a dit que je n'étais rien sans lui. » Elle a marqué une pause. Il avait tort sur tout. Les preuves étaient accablantes. Les dossiers médicaux montraient des années d'accidents qui n'étaient pas des accidents. Les dossiers financiers révélaient des comptes cachés et des témoins achetés. 8 autres femmes que Preston avait maltraitées pendant plus de 20 ans ont témoigné. Harrison Cole a pris la parole et a décrit 20 ans de dissimulation. Les paiements aux victimes, les menaces à leurs familles, les discussions informelles sur la manière de traiter les femmes qui sortaient du rang. Darm Holloway a témoigné des blessures qu'elle avait documentées, du schéma d'abus qu'elle soupçonnait, mais qu'elle ne pouvait prouver jusqu'à ce que le corps brisé de Vivian arrive à son service d'urgence. Na a témoigné des mots que Vivian avait murmurés dans le coma. « J'ai essayé d'être assez bonne, j'ai essayé si fort, puis l'accusation a diffusé les SMS de Preston, ses propres mots enregistrés de sa propre voix pour la postérité.
Je te tuerai si tu essaies de me quitter. Tu m'appartiens. Le jury a tout entendu. L'équipe de défense de Preston a tout tenté. Des attaques personnelles contre Vivian. Des témoins experts qui ont remis en question les preuves médicales. Des allégations selon lesquelles les Mercer auraient orchestré un complot pour détruire un homme innocent. Rien n'a fonctionné. Lorsque Preston a pris la parole pour sa propre défense, son masque a finalement volé en éclats. Le procureur l'a interrogé sur les SMS, sur les témoins achetés, sur le schéma constant de violence qui remontait à plusieurs décennies. Le charme de Preston s'est évaporé. Son sang-froid s'est effondré. Il a crié sur le procureur. Il a traité Vivian de menteuse. Il a menacé le juge. Le jury a vu le monstre émerger de derrière le masque. Il a vu exactement ce que Vivian avait vécu pendant 3 ans. La délibération a duré 4 heures. Lorsque le jury est revenu et a dit « les 4 femmes se sont levées et ont fait face à l'accusé. Pour tentative de meurtre, nous déclarons l'accusé coupable. Pour voie de fait grave, nous déclarons l'accusé coupable. Pour subornation de témoins, nous déclarons l'accusé coupable. Pour crime financier, nous déclarons l'accusé coupable. 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 Lorsque le verdict a été lu, Vivian a fermé les yeux. Elle a repensé à toutes les fois où elle l'avait cru, toutes les fois où elle s'était excusée de l'avoir mis en colère, toutes les fois où elle avait pensé que c'était de sa faute. « Ce n'était jamais ma faute », a-t-elle murmuré. « Ce n'était jamais ma faute », a entendu Catherine. Elle a pris la main de sa fille et l'a serrée fort. « Non, ma chérie, ce n'était jamais ta faute. » 4 semaines après le verdict, la salle d'audience était plus calme pour le prononcer de la sentence. Il y avait moins de journalistes, moins de spectateurs, juste les personnes qui devaient être là. Vivian avait rédigé une déclaration de la victime. Elle y avait passé des semaines, essayant de trouver les mots pour exprimer quelque chose que les mots ne pouvaient jamais rendre. Finalement, elle avait opté pour la simplicité. Preston Ashford a essayé de me tuer. Elle a lu sa déclaration depuis la barre des témoins. Il m'a battu, m'a humilié et m'a fait croire que je le méritais. Il a essayé de m'effacer complètement de l'existence afin que je disparaisse et que personne ne connaisse jamais la vérité. Elle a regardé Preston pour la première fois depuis le début du procès. Il la fixait du regard, les yeux vides. « Mais je suis toujours là. Ma fille est toujours là. Et tu n'as plus aucun pouvoir sur nous. » Elle a plié sa déclaration et est descendue de la barre. La juge Patricia Reynolds avait 72 ans et siégeait depuis 30 ans. Elle avait vu toutes sortes d'affaires, du petit vol au meurtre en série, de la fraude en col blanc à l'agression violente. Elle avait appris à mesurer ses mots et à faire preuve de prudence dans ses jugements. Mais lorsqu'elle regarda Preston Ashford, son visage se durcit. « Monsieur Ashford, commença-t-elle, vous avez bénéficié de tous les avantages dans la vie, richesse, éducation, opportunités, relations familiales qui vous ont ouvert des portes que la plupart des gens ne peuvent même pas voir. Vous auriez pu faire n'importe quoi, être n'importe qui ?» fit-elle une pause. « Au lieu de cela, vous avez choisi de terroriser, de maltraiter et de presque assassiner une femme qui vous faisait confiance. Vous avez utilisé votre argent et vos relations pour faire taire vos victimes et échapper à vos responsabilités. Vous pensiez que votre richesse vous rendait intouchable. Sa voix baissa. Vous aviez tort. La salle d'audience était silencieuse. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas incompris. Vous êtes un prédateur violent qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à vous. Les preuves dans cette affaire démontrent que vous avez systématiquement abusé de plusieurs femmes pendant 2 décennies, que vous avez failli tuer votre femme enceinte et que vous avez utilisé vos ressources pour dissimuler vos crimes et intimider les témoins. » La juge Reynolds redressa ses papiers. « Ce tribunal vous condamne à une peine de 25 ans à perpétuité dans une prison d'État. Vous ne serez pas admissible à la libération conditionnelle avant 15 ans. Vos biens seront liquidés pour indemniser vos victimes. Votre nom sera ajouté au registre des délinquants violents et vous n'aurez aucun contact avec votre ex-femme ou votre fille biologique, quelles que soient les circonstances. » Le visage de Preston devint livide. « J'espère que les 15 prochaines années vous donneront le temps de réfléchir au mal que vous avez causé. Mais franchement, Monsieur Ashford, je doute que vous soyez capable d'une telle introspection. » Elle frappa son marteau. L'audience est levée. Alors que Preston était emmené menotté, il se retourna une dernière fois, cherchant Vivian, cherchant une reconnaissance,
une réaction, un signe qu'il comptait encore. Vivienne ne le regardait pas. Elle regardait son téléphone, une photo que Catherine venait de lui envoyer. Rose, âgée maintenant de 6 mois et en pleine forme, avait souri pour la première fois. Un vrai sourire. Le genre de sourire qui faisait tout le reste disparaître. Vivienne sourit à l'écran de son téléphone tandis que Preston Ashford disparaissait dans le couloir qui le mènerait à la prison. Elle ne le regarda plus jamais. Les répercussions se propagèrent comme une traînée de poudre dans les structures du pouvoir de la ville. Le nom Ashford, qui avait été synonyme de privilège et de relations pendant 3 générations, devint synonyme de disgrâce. Les partenaires commerciaux prirent leur distance. Les amis de la haute société ont fait comme s'ils n'avaient jamais été proches. Les fondations caritatives ont discrètement retiré le nom Ashford de leur bâtiment. Margot Ashford Wellington a plaidé coupable à des accusations moins graves en échange de sa coopération avec les enquêteurs. Elle a été condamnée à 5 ans de prison fédérale et s'est enfuie en Europe après sa libération, où elle a vécu dans l'anonymat jusqu'à sa mort, 10 ans plus tard. Harrison Cole a purgé 3 ans de prison et en est ressorti brisé, inemployable et ostracisé par la seule communauté qu'il ait jamais connue. Et dans toute la ville, dans les salles de réunion, les country clubs et les réunions privées, une histoire se répandit au sujet du couple de retraités discrets qui avait détruit un PDG. Au sujet des relations qu'ils avaient et dont personne ne savait rien, au sujet de ce qui arrivait quand on faisait du mal à leur fille. Malcolm et Catherine n'ont jamais rien confirmé ni nié. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Certaines leçons s'apprennent par la peur, et la peur des Mercer devint un exemple édifiant qui fut chuchoté pendant des années. 1 an plus tard, Vivienne se tenait à l'entrée d'un petit bureau situé dans un entrepôt reconverti du centre-ville. L'espace était modeste, avec des briques apparentes, des meubles d'occasion et des ordinateurs donnés, mais c'était le sien, construit à partir de rien, rempli d'une raison d'être. Au-dessus de la porte, on pouvait lire « The Rose Foundation ». Il lui avait fallu 1 an pour y parvenir. Une année de guérison, de planification et de construction d'une nouvelle vie à partir des cendres de son ancienne existence. Une année de thérapie, de rétablissement et d'apprentissage pour reconnaître sa propre force. La Fondation Rose fournissait des ressources juridiques et un soutien aux victimes de violences domestiques, des consultations juridiques gratuites, des références pour des logements d'urgence, une défense et un accompagnement tout au long du processus judiciaire. Tout ce dont Vivienne avait besoin et qu'elle ne pouvait trouver lorsqu'elle était piégée dans le monde de Preston. La fondation était sa façon de transformer sa douleur en objectif, sa façon de s'assurer que d'autres femmes n'auraient pas à affronter seules ce qu'elle avait affronté. Rose Catherine Mercer avait maintenant 18 mois. Elle avait les yeux de sa mère et le menton obstiné de son grand-père. Elle apprenait à marcher, faisant des pas chancelants sur le sol de la maison familiale des Mercer à Westbrook. Ravie de sa propre mobilité, elle ne connaîtrait jamais Preston Ashford, n'apprendrait jamais que son père biologique était un monstre, grandirait en ne connaissant que l'amour, la sécurité et la protection farouche d'une famille qui mourrait plutôt que de laisser quiconque lui faire du mal. Le dîner du dimanche chez les Mercer était redevenu une tradition. Vivienne aidait sa mère à cuisiner, tandis que Malcolm s'asseyait par terre avec Rose, construisant des tours de cubes que la petite fille s'amusait à renverser. L'odeur du rôti emplissait la cuisine. Le son des rires résonnait dans les pièces qui avaient connu trop de chagrin. « Papa », dit Vivienne en regardant Malcolm faire des bruits exagérés de consternation, tandis que Rose démolissait sa dernière création, « Je ne t'ai jamais demandé. Que faisais-tu exactement à la CIA? » Malcolm leva les yeux, souriant légèrement. « J'étais comptable. » « Tu n'étais pas comptable. J'étais comptable et je devais parfois gérer des situations inhabituelles. » Vivienne rit. Pour la première fois depuis des années, son rire était libre, sans retenue. Le rire d'une femme qui avait traversé l'enfer et en était sortie victorieuse. Rose se dirigea vers sa mère en titubant, les bras levés. Vivienne la prit dans ses bras et la serra contre elle. « Ton grand-père est mystérieux, » dit-elle à sa fille. « C'est quelque chose qui le caractérise. Il faut t'y habituer. » Malcolm croisa le regard de Catherine à travers la pièce. Après 40 ans de mariage, les mots étaient inutiles. Ils avaient accompli ce qu'ils avaient entrepris. Leur fille était en sécurité. Leur petite fille s'épanouissait.
Le monstre qui les avait menacés toutes les deux passerait les 15 prochaines années en prison. Ce n'était pas suffisant. Cela ne serait jamais suffisant. Pas pour toutes les années d'abus. Pas pour le bébé qui était arrivé prématurément. Pas pour les cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Mais c'était déjà quelque chose. C'était de la justice. C'était un début. Cette nuit-là, après avoir couché Rose dans la chambre d'enfant qui avait été celle de Vivian, Vivian s'assit sous le porche de ses parents. La nuit était chaude. Les grillons chantaient dans l'obscurité. Les étoiles étaient insuffisamment brillantes pour être visibles, même si près de la ville. Catherine la rejoignit avec 2 tasses de thé. « Tu sais, dit Vivian, je pensais que j'étais faible. » Catherine attendit. « Que je suis restée parce que je n'étais pas assez forte pour partir. Que tout ce qui s'était passé était en quelque sorte de ma faute. Que si j'avais été plus intelligente, plus courageuse ou meilleure, j'aurais vu qui il était avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, je sais qu'il faut une force incroyable pour survivre à ce qu'il a fait. Pour se réveiller chaque jour et continuer à avancer quand quelqu'un essaie systématiquement de vous détruire. Pour lever la tête, sourire et faire semblant que tout va bien. Parce que c'est la seule façon de passer une autre journée. » Vivien regarda sa mère. « Je n'étais pas faible, maman. Je survivais. C'est la chose la plus difficile qui soit. » Catherine lui prit la main. « Tu n'as jamais été faible. Tu n'as jamais été brisée. Tu attendais simplement le bon moment. » Quel moment? Le moment où tu t'es souvenu qui tu étais. Le moment où tu as décidé que tu méritais mieux. Le moment où tu t'es choisi toi-même. Vivien resta silencieuse pendant un long moment. Le thé refroidit dans ses mains. Les étoiles tournaient lentement au-dessus de leur tête. La porte de la prison était ouverte tout le temps, dit-elle finalement. Je ne pouvais tout simplement pas le voir parce qu'il m'avait convaincu que je méritais d'être enfermé. Mais ce n'était pas le cas. Elle regarda sa mère. Personne ne le mérite. 6 mois plus tard, une lettre arriva au bureau de Vivienne. Elle provenait de la prison. Preston demandait un droit de visite pour Rose. Vivienne lut la lettre une fois. Elle remarqua l'écriture soignée, le langage formel, la menace voilée cachée derrière des mots polis. Il voulait voir sa fille. Il voulait maintenir un lien avec la vie qu'il avait détruite. Il voulait rappeler à Vivienne qu'il existait toujours. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle emporta la lettre chez elle. Elle alluma un feu dans la cheminée de son petit appartement. L'appartement qu'elle avait choisi elle-même, meublé elle-même, payé avec l'argent qu'elle avait gagné. Elle jeta la lettre dans les flammes et la regarda brûler. Puis elle prit sa fille dans ses bras, la serra contre elle et sortit à la lumière du soleil. Le passé était révolu. Preston Ashford était enfermé, oublié, insignifiant. Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Il n'avait plus aucun pouvoir sur Rose. Il n'avait plus aucun droit sur leur avenir. Certains monstres portent des costumes. Ils sourient devant les caméras, cernent la main des mères et font des dons aux hôpitaux pour enfants. Ils se cachent à la vue de tous, protégés par leur argent, leur statut et la complicité de personnes qui ne veulent pas voir la vérité. Mais les monstres peuvent être vaincus, non pas par d'autres monstres, mais par des gens ordinaires qui refusent de détourner le regard, par des parents qui protègent leurs enfants, par des survivants qui choisissent de parler. Vivienne Mercer n'avait besoin de personne pour la sauver. Elle avait juste besoin de temps. De temps pour y voir clair. De temps pour trouver sa voie. De temps pour se souvenir de qui elle était avant que quelqu'un n'essaie de la convaincre. Elle n'était rien. Elle n'avait jamais été rien. Elle n'avait jamais été faible. Elle attendait simplement le bon moment. Le moment où elle s'est levée, a pris sa fille et s'est éloignée du feu. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait ressentir quelque chose de réel, j'aimerais vous demander 3 petites choses. Premièrement, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. Nous publions des histoires comme celle-ci chaque semaine. Des histoires qui divertissent, mais qui donnent aussi du pouvoir. Deuxièmement, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà connu quelqu'un pris au piège dans une situation comme celle de Viviane? Que lui diriez-vous si vous le pouviez? Et troisièmement, partagez cette vidéo. Envoyez-la à un ami. Publiez-la sur votre mur. On ne sait jamais qui pourrait souffrir en silence, attendant que quelqu'un lui montre qu'il n'est pas seul. Votre soutien nous aide à toucher davantage de femmes qui ont besoin de ces histoires. Ensemble, nous construisons une communauté qui refuse de détourner le regard. Conclusion. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe
afin d'offrir un divertissement significatif accompagné de leçons de vie réelles. Chaque histoire que nous créons est conçue non seulement pour vous captiver, mais aussi pour vous apporter quelque chose de précieux, de la sagesse, de l'espoir et le rappel que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté, et merci de faire partie de cette aventure avec nous. Montre ta tête, montre ta tête. Regarde-moi, montre-nous. Ouais, Ah, tu t'inquiète. parles plus là. Ah, Bah oui, t'inquiète, bah oui. t'inquiète. Vous me faites trop peur. Ouais, t'inquiète. Bichette, je comprends. T'as pas l'habitude de parler aux femmes. Ouais, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Ah, pitié. Ah, j'en peux. Aberrant Chamber. Ah, mais moi aussi j'ai un tapis en verre, hein, et mon tapis il fait pas ça. Hein. Ça Il fait tire, un, mais ça il rentre fait un pas. peu de bruit, certes, mais. Je pense qu'on nous bait, Go pas pique. Mais bien joué Chamber. Bien joué. Moi, t'es trop fort. Moi aussi j'ai un tapis en verre. Hein. Oh, Chamber, OMG, OMG, 2 kills. Coucou Shadab. Comme ça. Incroyable. Booste-moi, s'il te plaît. Oh là là. Ça parce qu'il est bot of non, mais vraiment c'est aberrant les gens. Les gens c'est aberrant. C'est aberrant genre. Le gars il va jamais montrer sa tête. Mais en plus, il est sur mon live, il me donne du buzz en fait. Ah ouais, il est là. Bah oui, il m'a dit je te vois sur ton live, je sais pas quoi. Je t'ai vu sur ton live. Ah, Bah ouais. il nous a cherché. Ça me met un petit viewer en plus, Je suis c'est bien. chouette, on essaye de fake le A, genre on va jusqu'à l'orbe, j'essaye de la prendre, on essaye d'avoir un kill ou quoi, et puis on va lancer, je sais pas, on joue avec eux quoi un peu. Ah, On oui. voit s'il est assez fou et s'il est bon, Ouais, il va prendre des je sais pas. kilomètres. Comme cover juste s'il vous plaît. Question d'avance. Elle est touchée, go back maintenant, go back, elle est touchée. Club sur Viens B. avec moi Gecko, tu me follow. Wesh. Ah, je suis trop nulle. Coucou Shadap. Tu vois ma petite Shadap. C'est pas grave, donne-moi le spike. Elle a reculé, tu sais qu'elle est garage, ok? Je vais mettre mon wall. J'ai un timing de fou. Attends. Остался один игрок. Oh, une Dommage. fille, t'avais un timing de C'était compliqué en baiser. vrai, c'était compliqué. Ah, J'aurais t'avais un peut-être timing pu de fou. l'attendre, mais on avait la Wiley qui allait nous pique, du coup c'est Diego. Par contre, il plante mal à chaque fois. Là c'est moi, j'avais pas le choix Ah, parce ok. que si je me mettais de l'autre côté, j'allais me faire travers. Match point. Ah, la game elle est interminable. On sait qu'il pique pas, hein, qui joue avec nous, donc on fait la même, on les attend. Покончим с этим побыстрее. Un vrai tapis. Oh là là. Aberrant Chamber. Dis-toi, il est bottom frag, il est en 13-19. Il ose parler, genre. J'ai lopé avec moi. Oh non. Smoke. Ah, bah, on va peut-être avoir un kill. Bah, mais t'es vraiment gaze, hein. Il avait une chose à faire sur sa box, c'est faire un kill. Un seul. Ça me fait trop Il rire. y en a un. Ça drone, c'est du 7. J'arrive. Attends-moi, Kata. 90. Elle m'a dash dessus. Спайк установлен. Ah, my bad, je me suis tout pris. Что ж, Nice, tu fais. Mais ça sert à quelque chose, toi, un peu. Tiens, un V1. остался один Oh. игрок. Ah, il va. GG, il va pas Dommage clutch, en vrai, c'est my bad. Non, c'est pas ton bad, hein, c'est le rotation de Chamber. En vrai là j'ai push comme un trou de balle ici donc on soit... Non, mais c'est ok, t'inquiète, c'est une bonne Oh, je suis mort. Non. Non, on a perdu. Нападающий. Dommage. Bye, Ouais, dommage, Gecko. je suis trop nul. Dommage. Va sur Dommage, Fortnite, dommage. hein. Dommage. C'est ma game de rank up.
C'est les games de rank up, il fallait bien avoir un gars un peu... C'est pas une game de rank up. Elles sont bodites les games de rank up, je suis désolée. Bah oui, oui. Attendez d'ailleurs. Bon, bah, par contre, si faut que je jamais fasse- quelqu'un tombe sur 0xa91b8n3qzlm, hashtag Jamel, insultez-le. Ok. Bannez-le, faites tout ce que vous voulez. En vrai, faut que je joue que sur Paris ou pas? Non, j'avais London de base. si vous voulez, Londres, j'enlève Paris. Ouais, enlève Je Paris. mets s'il te que plaît. London. Enlève Paris. Oh, ça y est. Je ne joue jamais sur Paris. Je crois que c'est arrivé 2 fois que je joue sur Paris. Bah, Juste dis-toi, pour tout à ça. l'heure, j'ai mis que London. On est tombé sur 3 Frenchies qui nous Ouais, insultaient des avant. les insultés de salopes et tout. Oui, Enfin, oui, oui. voilà. Ils sont partout, hein. Ils sont partout. Partout. Coucou Shadop. Bon tiens, la petite Shadop. Coucou Shadop. Elle a dit, elle était jalouse de la trio. Oh non, mais il faut faire une 5 stack, il nous faut une 5ème fille. Coucou Noah TV. Merci pour ton follow Noah TV. Ah, je pense que ça va me faire un TikTok. Hein. Je pense que ça va me faire un TikTok. Cata jalouse. Faut Toi, la t'es kill si je jalouse. veux la fantôme nocturnium. Moi, il faut que je rank up. Il faut 2 games pour rank up. Ouah. Dis-toi que j'ai fait que des MVP là ce matin quand on a joué avec Circonflex. J'ai fait que des MVP 22-16 et tout. J'ai trop bien joué. Frère, là, ça y est, c'est la dégringolade. C'est la dégringolade, hein. C'est la dégringolade, hein. C'est la dégringolade, la team. Hein. Non, mais là, vraiment. C'est la dégringolade. Je suis désolée, les gars. Slay! Wouhou! Slay! Wouhou! Je suis dispo! Wouh! Je suis sûre que Rasval lui ferait une bonne fille. Ouais, je peux faire au moins 2 TikTok. Non, je te jure, ça me fait rire les gens comme ça. Coucou Gecko! Ouais, y'a Gecko. Il faut que tu stream Gecko. Hein. Faut que tu stream. Attends, bah te follow. Je te follow. Je te Tu de la joues quoi, Texa? force. Yo, what is good? Hi. Hello. Il est où là où? Ça te dérange ça? Они не представляют, насколько я бессердечна. Allez, time to shine. On peut faire un petit shootout pour Lenzy564 s'il vous plaît, parce qu'il a dit qu'il streamait des fois et qu'il voulait streamer tout, donc n'hésitez pas à le follow. Avec le gecko. Non, c'est un 5 stack entre girls. C'est une 5 stack entre girls. Ouais, petite dédicace. Petite dédi, petite dédi, petite dédi, petite dédi, petite dédi. Merci Loupi. OMG, Kata, imagine, on a un terreau qui doit absolument pas prendre le spike parce qu'il doit jouer post play. Ah putain, mais non! Il va rester AFK jusqu'au moment où En on gros, plante le spec pour Texa, jouer les molly. alors on a Joe, elle est tombée sur un terreau, on avait que Kata comme dueliste sur Reina. Et du coup, moi, il me donne le spike et je le drop par terre, sauf que ça tombe sur lui. Je suis en mode, je peux pas prendre le spike parce qu'on a qu'une seule dueliste, je vais entrer avec elle. Et là, il m'a insulté de tous les noms parce que je lui ai drop le spike et que lui, il devait jouer post-plant avec son terreau. T'es en mode, non, faut absolument que je joue post-plant avec mes molly, genre. Genre, impossible pour lui de planter, genre. Let's go B first round, okay. What did you say, B? Okay. Yep. B, A? First round. B. Oui. You can go B, Taco, maybe? I'm gonna take the... You know, Okay, well. the... Yeah? Yeah, Non, I mais know, Euh, for sure. I Tu know. fais yeah. des trucs bizarres, là, depuis que t'es... The... Yeah, sure. Yeah, you know, yeah. Mm. Mm-hmm. No, I understand. Yeah. I look like facts. Big facts right here. Yeah. Oh, he rotated. He's here. Yeah, he's running. I flash, 1, 2, 3. What behind the...